Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à Ravi de tous. vous retrouver ce soir donc pour ce numéro exceptionnel ce soir en compagnie d'Olivier Norek, hein, l'une des voix majeures du roman contemporain noir. Donc on aura l'occasion de parler de son nouveau roman, Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. On aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Ma chère Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre en quelques mots? C'est un livre en fait où j'ai appris que la guerre d'hiver avait existé et je n'avais jamais entendu parler de cette guerre entre la Russie et la Finlande. Donc un gros pays, un petit pays et franchement ça vaut le détour. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants, effectivement. Je vous rappelle qu'on aura aussi l'occasion d'avoir un extrait de Marie, la comédienne de l'émission. Si vous avez un casque, n'hésitez pas à le mettre puisqu'elle y met toujours des petits bruitages ainsi que des musiques et on les entend beaucoup mieux avec un casque. Nous aurons la question de l'invité et bien sûr, on finira avec le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Olivier? Olivier, déjà, je me suis régalée à faire mes recherches parce il parle vite, il parle bien, il parle avec passion, avec humour. Enfin, il est déjà assez complet à regarder, donc j'ai vraiment, vraiment hâte du face-à-face. Ça va être chouette. Eh bien, écoute, on t'écoutera également dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. Et ce que je vous propose, c'est d'accueillir tout de suite Olivier Norek. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir à toutes, Merci. bonsoir à tous, merci de l'invitation. Eh ben, merci à toi en tout cas d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui pour parler de ton nouveau roman Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon, dont on aura l'occasion de parler longuement dans cette émission, qui a été récompensé, hein, prix Renaudot des lycéens 2024 et prix Jean Giono 2024. Donc encore une fois, félicitations de la part de toute l'équipe de l'émission. Merci. Tu connais le principe de l'émission, les personnes en commentaire vont poser leurs questions. Le but du jeu pour toi, c'est d'y répondre. Alors, j'ai pas envie de te demander qui est Olivier Norek, parce que tout le monde te connaît, mais avec tes mots, qui est Olivier Norek? Olivier Norek, j'aime beaucoup déjà parler de moi à la troisième personne. Olivier Norek, c'est une personne assez intéressante. C'est une personne qui doute énormément. C'est une personne qui est bourrée de névrose. C'est une personne qui a énormément de manque de confiance en lui-même. Et au lieu de réparer ça, il a embrassé ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient mes moteurs. C'est-à-dire que mes angoisses, mes névroses, toujours mon souci de toujours bien faire, de toujours mieux faire, de jamais être en fait très content de ce que je fais, ça me donne une sorte de motivation constante, mais aussi toujours un sentiment de pas de à moitié fait, mais un sentiment de me dire que je pourrais toujours faire mieux et toujours faire encore plus. Et voilà, j'ai envie de mettre 36 heures dans une journée. Donc c'est à la fois, oui, c'est une manière d'embrasser en fait toutes ces névroses et de les utiliser comme des moteurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. C'est la première question. Je suis en train de me roder. Je vais devenir meilleur au fur et à mesure. Eh bien, écoute, en tout cas, tu as 1 heure et demie pour te roder. On est là, on passe un excellent moment. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui sont là. Et justement, il y a une première question de Joël qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit, en tant que fan absolu, j'ai 2 questions. Tu vois, ça commence bien. Donc, pourquoi le polar et comment le polar? Ok, alors bonsoir Joël. Merci pour vos 2 questions. Pourquoi le polar? Tout simplement parce que le polar, c'est peut-être le meilleur filtre pour parler d'aujourd'hui, pour parler du quotidien. Si on a raconté toutes les histoires qu'on n'a pas racontées, c'est pas encore racontées, c'est des histoires à venir. Donc en fait, c'est notre tous les jours, c'est notre quotidien, c'est notre vie de maintenant. Et en fait, le polar, pour pas se cannibaliser, parce qu'il faut quand même regarder, voilà, le polar, c'est quoi? Il y a un flic, il y a un assassin, le flic arrête l'assassin, ou il y a un détective privé, une énigme, le détective privé résout l'énigme. Donc, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir, c'est comme une escroquerie un peu séculaire. Donc, pour pas se cannibaliser, en fait, il y a eu cette invention incroyable qui a été le roman noir. Et le roman noir, il est quoi? Il est social, il est politique, il parle d'aujourd'hui, donc il parle aux gens. Et c'est pour ça que le polar, il est immédiatement connecté aux gens. Aussi, pourquoi? Parce que ça parle de violence, ça parle de mort la plupart du temps, et que c'est vraiment les 2 choses qui touchent toutes les classes sociales. La violence, la mort, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de religion, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de frontières.
et qui n'a pas de classe sociale. Ça touche absolument tout le monde. Et c'est aussi la mort, le seul rendez-vous qu'on ne va pas rater. On peut rater tous les rendez-vous de notre vie, le rendez-vous de la mort, celui-là, on sera juste à l'heure. Donc, comme on a une date de péremption qui est écrite dans notre dos, un peu comme un yaourt, merci la comparaison, je vais être meilleur. Comme on a une date de péremption, comment ne pas faire pour pas devenir fou en fait tous les matins en se disant mais attends, mais c'est peut-être aujourd'hui ou c'est peut-être demain. Il y a comme ça cette finitude de la vie qui devrait nous mettre un poids sur les épaules, qui pourrait nous rendre complètement dingues. Et pourtant, on réussit à vivre tous les jours comme si la mort n'existait pas. C'est justement parce que on va essayer le plus possible de jouer avec la violence, de jouer avec les codes de l'horreur, les codes de la mort, comme si c'était une pièce de théâtre, et comme si c'était une pièce de théâtre, comme si on pouvait en jouer et comme si on pouvait l'éviter. Voilà, donc je pense que chaque être humain s'imagine qu'un jour il va pouvoir éviter la mort, et le polar aide comme ça à dédramatiser ce rendez-vous fatal qu'on va toutes et tous avoir. Donc le polar parce qu'il est le meilleur filtre, et le polar parce qu'il parle de quelque chose qui est viscéralement ancré en nous. C'est cette crainte du moment M, où ça va nous tomber sur le dos. Et obligatoirement, ça va nous tomber sur le dos. Et donc, c'est un peu comme la catharsis aussi. Dans le théâtre d'époque, on défiait les dieux, on défiait la mort, et c'était une manière d'en rire, c'était une manière d'en jouer. Donc, pourquoi le polar ? Je pense que j'y ai répondu 14 fois, mais je ne sais pas si j'ai eu une bonne réponse dans ces 14 fois. Et comment le polar ? J'ai été flic pendant 18 ans. Ça m'a pas mal aidé dans la construction de l'architecture des polars. Et peut-être que c'est comme j'écris à chaque fois sur les choses que je connais, les choses que j'ai vécues, eh bien peut-être que j'ai choisi au début ce filtre par facilité, et que j'ai ce style par facilité, et que j'ai après compris le pourquoi du polar. J'ai après compris qu'en fait c'était le meilleur filtre et la meilleure manière de nous raconter nous aujourd'hui. Je pense que les polars sont des livres d'histoire en avance, et que tout ce qui se passe aujourd'hui va intégrer les polars plus tard. C'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, je savais qu'il y allait avoir 25 polars autour du Covid avec des flics avec des masques. Quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, je savais qu'il y allait avoir des polars et des histoires autour de Notre-Dame. Donc voilà, les choses qui se passent aujourd'hui, vous pouvez être sûr que c'est déjà des rendez-vous. C'est déjà des rendez-vous que vous aurez dans les polars de demain. Dernièrement, il y a eu la guerre qui a été déclarée par la Russie en Ukraine. Eh bien, c'est pas pour rien que moi, quelques semaines après, je pars en Finlande et que j'écris Les Guerriers de l'hiver. Donc en fait, voilà, on se nourrit d'aujourd'hui pour écrire demain. Et le polar, c'est quand même le biais le plus facile. Voilà, en tout cas, merci à toi. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Là, pour cette question, donc on rappelle effectivement que tu es avec nous pour nous présenter ce livre, Les Guerriers de l'hiver, aux éditions Michel Lafon. Donc je profite aussi de ce live pour remercier les éditions Michel Lafon pour avoir accepté aussi de faire ce live. Et justement, tu l'as dit, tu es ancien capitaine de police en Seine-Saint-Denis. Tu as su t'imposer justement par une plume incisive et engagée avec, on l'a vu tout à l'heure, Code 93, Territoire ou encore Surtension. Est-ce que rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous présenter ces 3 romans ? Oui, c'est ce qu'on a appelé à la fin la trilogie du 93, donc Code 93, Territoire sur tension. Pourquoi j'ai voulu écrire ces romans ? J'ai voulu écrire ces romans parce que j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire sur ce que je voyais de la société, j'avais des choses à dire sur les flics, sur la justice, j'avais des choses à dire sur le milieu carcéral, j'avais des choses à dire sur la violence, j'avais des choses à dire sur ce que c'était qu'un flic aujourd'hui surtout. Parce qu'on avait trop tendance à imaginer un flic qui se lève le matin avec un verre de whisky, qui prend un rail de coke pour tenir la journée, qui a des relations catastrophiques avec sa hiérarchie. Et si, pour terminer le tableau caricatural, sa petite copine peut être une ex-prostituée, alors là, c'est parfait. Et c'était pas le monde de policiers que je connaissais. Moi, les flics que je connaissais, c'était des hommes et des femmes avec la tête sur les épaules, des hommes et des femmes totalement ordinaires, qui avaient une mission extraordinaire, des hommes et des femmes qui allaient bien, mais c'est le monde autour qui tourne mal. Et c'est peut-être pour d'abord rendre justice à ces hommes et ces femmes qui se lèvent tous les matins en se disant qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour l'autre ? Est-ce qu'aujourd'hui je peux être utile à l'autre ? Comment aujourd'hui je peux rétablir une situation d'injustice ? C'est normalement l'ADN du policier. Et donc j'avais envie de mettre ça en avant. Donc dans Code 93, alors aussi c'est là que j'ai compris que écrire un polar c'était pas suffisant. Une enquête de police, c'était pas suffisant. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'un sujet méta. C'est d'un sujet qui fait que quand on ferme le livre, on se dit, j'ai pris du plaisir avec ce bouquin, d'accord, mais maintenant qu'il est fermé, il y a des sujets dont j'ai encore envie de parler. Il y a des sujets méta qui ont été révélés dans le livre qui me donnent envie d'aller plus loin. Donc, des livres comme des portes d'entrée vers des sujets qu'on peut aborder justement dans ce genre de situation pendant des lives ou alors quand je suis en dédicace ou en conférence. Et donc, ces 3 sujets-là, ils sont assez simples. Code 93, c'est le trafic des chiffres de la criminalité pour faire rentrer le 93 dans le Grand Paris. Territoire, c'est
comment on fait pour tenir une ville délinquante alors qu'on est du côté des politiques, et comment parfois certaines villes sont littéralement vendues ou laissées à des caïds, et c'est les caïds qui font tourner la ville, et les maires et les édiles ne sont que des pantins. Et sur Tension, c'est un point assez au vitriol sur la situation des flics, de la justice, des avocats, du milieu carcéral, et comment tout ça, tout ensemble, comment tous ces instruments qui marchent pas très très bien forment un tout qui marche absolument pas. En tout cas, qui marche pas comme ça le devrait. Voilà en gros les sujets, et ça fait naître une équipe, l'équipe du capitaine Victor Coste, et une équipe qui va être plus une famille qu'autre chose, et comment on va les accompagner, et comment on va suivre leur ligne de vie, et comment ce capitaine va nous emmener à travers un milieu que vous connaissez peut-être pas bien, et comment avec lui, on va être entraîné dans ces enquêtes. Le but étant que vous soyez pas un lecteur ou une lectrice, le but étant que vous soyez vraiment un membre de l'équipe. Donc, vous allez nous suivre dans chaque étape de l'enquête, de la perquisition, aux auditions, aux filatures, aux surveillances. Et puis, c'est surtout que ce n'est pas des enquêtes qui réussissent à chaque fois, et ce n'est pas des flics qui ont raison à chaque fois. Ce sont des livres qui sont vrais, sans caricature, sans exagération. Voilà une enquête de police, voilà exactement comment ça se passe, voilà comment on réussit, mais voilà aussi comment on se plante. Ce sont des livres qui ont en avant des concepts de vérité, de générosité dans l'écriture, d'honnêteté aussi dans les sujets abordés. Et ça va m'apprendre, en fin de compte, à découvrir ma plume, à découvrir ma patte. Et il n'y a pas de recette, mais la manière dont j'ai écrit cette trilogie, Code 93, Territoire et sur Tension, va m'aider à toutes les architectures de mes autres livres. En tout cas, merci pour cette large présentation, et je vois que justement ça fait réagir parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Il y a justement Marie-Pierre Clamins qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit: est-ce que ce n'est pas trop dur d'être toujours dans une ambiance noire et sombre? Non, c'est pas trop dur, ça n'est plus trop dur. Parce que les ambiances noires et sombres que j'écris aujourd'hui, elles sont sur du papier. Même si ce sont des faits réels, même si 95% de mes bouquins sont juste empreints de réalité et de vérité, ça reste quand même des choses qu'on couche sur le papier, et une fois qu'on ferme l'ordinateur ou que je ferme mon carnet, je réussis à mettre de côté toute cette noirceur. Et ça, c'est une gymnastique que j'ai apprise quand j'étais policier. Le quotidien d'un policier, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Le quotidien d'un policier, c'est rencontrer l'autre quand il a dérapé, quand il est blessé, quand il est brisé en 1000 morceaux, qu'il soit auteur ou victime, c'est rencontrer l'autre à un moment de sa vie, à un des pires moments de sa vie. Quand on est flic, on nous ment beaucoup, que ce soit les victimes ou les auteurs, terriblement. On nous ment, on nous moque, on nous montre du doigt, on nous dénigre. Donc, il y a ce truc très, 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 très difficile. Et en plus, les enquêtes sur lesquelles on va travailler sont des enquêtes, en tout cas, moi, j'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon, dans les homicides, dans les agressions sexuelles, dans les braquages avec coffre. J'ai fait pas mal de mineurs aussi. J'ai fait un petit peu de stup pendant les permanences. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai avec moi toute la noirceur de l'âme humaine, et j'ai rencontré ce qu'il y a de plus beau et de plus sublime chez l'être humain, comme ce qu'il y a de plus sombre et de plus terrible. Ce qui fait que j'ai de l'autre une vision un peu complexe, mais c'était pas la question. Et donc, en ayant ce quotidien assez complexe de 10 à 14 heures par jour, comme ça, si quand on rentre à la maison et qu'on ferme la porte, on ramène avec nous des fantômes, si on ramène avec nous du travail, alors en fait, la journée, elle se termine pas, et alors on devient fou. Alors que ce qui est nécessaire pour un flic, c'est d'avoir des soupapes, c'est d'avoir des lieux, des abris, des asiles, un endroit où on peut décompresser, c'est soit la famille, soit son appartement, mais il est essentiel, une fois qu'on a fermé la porte, de tout laisser sur le palier. Parce que si ça nous accompagne, ça va nous emmener en fin de compte à une sorte de moulinage constant qui nous fera jamais remonter à la surface, on prendra jamais son oxygène. Et alors, à force d'être pressurisé comme ça, on va en devenir un mauvais policier parce qu'on va avoir de mauvais réflexes, on va avoir de mauvaises manières de voir les choses. Donc, il est essentiel de se préserver parce que notre métier est très, très difficile. Cette gymnastique que j'utilisais quand j'étais policier, je l'utilise aussi quand j'écris et quand je ferme mon ordinateur, non, je regarde pas des polars. Non, je regarde pas des films d'horreur. J'essaie de regarder parfois souvent des comédies, des choses un peu plus légères. Et je lis aussi des comédies, des choses un peu plus légères. Voilà, ça me permet de faire une sorte d'équilibre.
Eh ben, merci à toi. Je remercie toutes les personnes qui arrivent. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, bonsoir Virginia. Laurent Alain qui vient de nous rejoindre, que tu as eu l'occasion de rencontrer à la librairie Dialogue à Brest, qui nous dit, pour rebondir sur la question de Marie-Pierre, n'est-il pas trop dur de voir de plus en plus ce que vous écrivez dans vos livres? Non, parce qu'avant, je le vivais. Maintenant, je l'écris. Donc, c'est quand même légèrement moins violent. Non, ce qui est difficile, en fait, c'est l'inverse. On pourrait croire que la vie d'auteur est plus simple ou la vie de non-policier est plus simple parce que justement, on n'a pas les mains dans le moteur un peu crasseux et un peu huileux de la société. C'est exactement l'inverse, en fait. Quand j'étais flic, je me levais le matin et je me disais aujourd'hui, peut-être, je vais pouvoir être utile, sinon à la société en entier, je vais pouvoir être utile à quelqu'un. Je vais pouvoir peut-être changer positivement le quotidien de quelqu'un par mon travail. Et quand je voyais la société déraper, quand je voyais la société aller mal, être malade, comme j'étais proactif, ça me rendait pas fou ou ça me rendait pas frustré parce que je savais que moi aujourd'hui peut-être que j'allais faire un tout petit truc, un grain de sable, juste vraiment une pierre à l'édifice, mais j'allais être proactif. Et puis est arrivé le moment où j'ai dû démissionner pour devenir auteur à plein temps. Je suis allé au 36 quai des Orfèvres, j'ai déposé ma plaque, j'ai déposé mon flingue, j'ai déposé mon pare-balles, j'ai déposé mes menottes et j'ai déposé mon brassard orange police. Puis je me suis retrouvé dans le métro avec cette sensation d'être complètement à poil. Et surtout, je suis rentré chez moi et les semaines passant, je voyais la société déraper, je voyais la société être malade, la société aller moins bien. Sauf que là, je me levais le matin et je me disais pas que j'allais peut-être essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai senti une terrible frustration de citoyen de voir qu'en fin de compte, on nous demande d'intervenir dans notre société qu'on appelle démocratie une fois tous les 5 ans. C'est pas ça une démocratie. C'est pas ça pouvoir participer à la vie commune, participer au bien commun. Et quand j'étais policier, j'essayais de participer au bien commun. Mais une fois que je redeviens citoyen, eh bien, je me suis trouvé comme ça pendant quelque temps un peu frustré. Et c'est peut-être pour ça aussi que mes livres sont à chaque fois des livres très, très engagés, des livres qui sont des livres combats, des livres qui sont des livres parfois avec des sujets un peu rédhibitoires. Je sais que je vous ai invité à aller dans la jungle de Calais pour vivre le quotidien des réfugiés. Vous n'étiez pas obligé d'accepter. Je sais que je vous ai fait venir sur le thème de l'écologie avec le réchauffement climatique et un écologiste assassin. Vous n'étiez pas obligé d'accepter. Et là, aujourd'hui, je vous invite dans une guerre qui a 100 ans entre la Russie et la Finlande. Vous n'étiez vraiment pas obligé d'accepter. Et pourtant, vous avez la gentillesse pour certains et certaines de me suivre. Donc là, j'arrive à un moment donné où j'ai un vélo dans la tête parce qu'évidemment, comme j'ai des pensées en escalier, j'oublie immédiatement les questions. Mais ça tombe bien, c'est marqué en dessous. Pardon, je n'avais pas vu. N'est-il pas trop dur de voir de plus en plus ce que vous écrivez dans vos livres? Je crois que j'ai répondu aux 30 premières secondes. Et puis après, comme d'habitude, je suis parti tout seul dans mes pérégrinations. Désolé. C'est pas de souci, t'inquiète pas, on le répète, hein, c'est ton émission, tu prends le temps qu'il faut. En tout cas, merci Laurent pour la question. Pas mal de questions qui arrivent. Justement, il y a Dominique Guénin, justement, qui nous posera la question tout à l'heure, qui nous dit: vos anciens collègues sont-ils aussi vos lecteurs d'aujourd'hui, Olivier? Oui, mes anciens collègues, mais aussi pas mal de monde dans le milieu de la justice, hein, les avocats, les magistrats, procureurs, vice-procureurs, président de cour, juge d'instruction. Quand je suis en dédicace, de temps en temps, ou quasiment à chaque dédicace, j'ai une personne du monde policier ou une personne du monde de la justice qui vient me voir avec un petit clin d'œil. Oui, ils sont mes lecteurs. Alors, ils sont mes lecteurs. La vraie question, c'est pourquoi, en fin de compte. Oui, ils sont mes lecteurs parce que ce que je raconte, c'est vrai et que ça leur fait du bien. Et que souvent, par exemple, quand on est sur une scène de crime, le procureur, il arrive pour emmerder tout le monde. Alors que le procureur, on bosse avec lui. Il n'est pas là pour nous emmerder. Il est là pour nous accompagner dans l'enquête, pour nous demander ce dont on a besoin et pour nous répondre que ce dont on a besoin, il n'a pas le matériel, il n'a pas les moyens, mais c'est pas grave. On avance ensemble. Que les flics sont autre chose que des flics. Que les avocats, s'ils sont pas pénalistes, peuvent être des bonnes personnes. Non, c'était du second degré. Mais c'est parce qu'en fait, ils retrouvent leur métier, ils retrouvent leur passion, ils retrouvent aussi les moteurs qui les ont fait un jour rentrer dans ces métiers. Ils les retrouvent dans les descriptions et dans mes personnages. Parce que justement, je ne raconte que la vérité. Et donc, il y a comme ça ce contrat que je passe avec les lecteurs et les lectrices, mais aussi avec les gens dont c'est la profession, de dire, si je veux parler d'une personne, je vais aller la voir. Si je veux parler d'un métier, je vais faire ce métier pendant plusieurs semaines pour en comprendre
le fonctionnement, mais aussi la pénibilité ou aussi le plaisir. Donc voilà, comme c'est à chaque fois des livres qui sont empreints de vérité, je pense que justement mes anciens collègues et tous ceux qui ont des métiers dans la justice ont plaisir à lire ces livres parce que pour une fois, il n'y a pas de caricature dans leur métier. Eh ben vraiment, merci beaucoup. Il y a pas mal de questions et justement, il y a Virginia qui rebondit sur ce que tu dis, qui dit: vous êtes pour moi en toute objectivité le meilleur auteur actuel de polar. Votre premier roman de littérature blanche est une pépite. Allez-vous abandonner la littérature noire pour la blanche? Puisqu'on rappelle qu'avec Les Guerriers de l'Hiver, tu te lances dans la littérature blanche. Ouais, on en reparlera de ça. Justement. Alors, merci pour votre objectivité. Effectivement, je pense comme vous, je suis le meilleur auteur actuel de polar. Mon Dieu, il y a tellement d'auteurs de polar français que j'aime. Et donc, abandonner la littérature noire pour la blanche, en fait, je me suis pas posé la question quand j'ai écrit Les Guerriers de l'Hiver. Quand j'ai écrit Les Guerriers de l'Hiver, c'est simplement que je suis tombé sur une histoire tellement incroyable que j'ai pas eu le choix de l'écrire. Mais c'était la même chose pour tous mes romans. Un jour, je me réveille avec quelque chose à l'intérieur du ventre, comme une obligation, comme quelque chose qui doit obligatoirement naître. Et il y a des histoires comme ça qui se présentent à vous et vous avez presque pas le choix de les écrire. Après, si cette histoire, il y a des flics à l'intérieur, ça va devenir un polar. Si cette histoire, il y a une histoire d'amour à l'intérieur, ça va devenir une romance. Et si cette histoire a le malheur de se passer il y a 100 ans, ça devient un livre d'histoire. Il y a 100 ans, pendant une guerre, un livre d'histoire qui raconte une guerre. Et en plus, comme c'est pas un truc de genre, bah, ça devient de la littérature blanche. Mais c'est pas moi qui classe, en fait, mes romans dans une librairie ou dans une bibliothèque. Oui. On a inventé des genres, peut-être aussi pour s'y retrouver. Mais moi, je dis tout le temps que je suis pas amoureux d'une histoire, je suis amoureux d'une plume. Et que la personne qui a une plume que j'aime, je suis prête à la suivre n'importe où. Par exemple, Ken Follett. Ken Follett a écrit un bouquin qui s'appelle Les Piliers de la Terre. Et l'histoire raconte sur 800 pages 5 ou 6 générations qui vont construire une cathédrale. Que les choses soient claires, je me fous royalement des cathédrales et de la manière dont elles sont construites. Pourtant, je n'aurais pas enlevé une seule page à ce roman et je l'ai lu 2 fois, mais uniquement parce que Ken Follett pourrait m'emmener dans une station spatiale où Ken Follett pourrait me raconter une histoire que je connais déjà. Bah, je vais y aller quand même parce que j'aime sa plume, comme j'aime celle de Simenon, comme j'aime celle de Conan Doyle, comme j'aime celle de Flaubert ou de Maupassant. Je regarde pas les 4e de couverture, ça m'intéresse absolument pas. Je les prends à la suite, les bouquins, parce que j'ai confiance, parce que j'aime la plume. Donc, c'est pas une incartade que j'ai fait en litté blanche ou en litté noire, c'est pas du tout ça. Et puis cette manière de classer, la classification amène à une hiérarchisation. Et la hiérarchisation, ça amène à quoi? Ça amène à du bien et à du moins bien. En créant le beau, implicitement, on crée le laid. Si ça c'est beau, alors il y a des choses qui sont laides. Donc, en disant que telle ou telle littérature est une belle littérature, une littérature blanche, eh bien, on crée une littérature de sous-genre, une littérature moins travaillée, de moins bonne qualité. Et moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et je sais que c'est faux parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'auteurs qui ne seraient pas lus parce que justement, ce sont des auteurs de genre. Par exemple, on lirait pas Jules Verne parce que c'est de la science-fiction. On lirait pas Barjavel parce que c'est de l'anticipation. On lirait pas Flaubert parce que c'est de la romance. On lirait pas Laclos parce que c'est de la romance. On lirait pas Agatha Christie parce que c'est du polar. On lirait pas Conan Doyle parce que c'est du polar. C'est terrible. À faire des classifications, eh bien en fait, on crée des hiérarchisations. Et moi, je refuse ça. Je comprends qu'on en ait besoin parce que certaines personnes aiment énormément les livres d'histoire, donc ils vont dans le rayon histoire. Mais comme on parle de littérature aujourd'hui, eh bien, moi, je vous réponds en tant qu'amoureux de la littérature et je ne parle que de plumes, pas d'histoire. Maupassant, par exemple, Maupassant a fait du fantastique. Et c'était génial. Dans les contes de la Bécasse aussi, de Flaubert, il y a 1 ou 2 nouvelles qui sont un peu bizarres. Donc voilà, les oiseaux, c'est une. Alors c'est pas fantastique les oiseaux, qui a donné après le film d'Hitchcock, hein, mais il y a quand même ce truc un peu bizarre d'un jour, d'un bateau qui s'échoue à quelques encablures des côtes et les oiseaux viennent dans les maisons et commencent à déboîter tout le monde. Bon bah on s'attendait pas trop à ça. Et ben c'est pas grave. Après il y a l'histoire sur le même bouquin de nouvelles. Il y a l'histoire d'un pommier qui ne donne que des pommes mortes, donc il y a un petit peu de quelque chose d'un petit peu mystérieux, etc. Moi, je prends tant que la plume est bonne, je lis de la romance, je lis du fantastique, je lis de l'horreur, je lis ce que vous voulez. Et donc, en fait, moi, j'ai pas de choix entre la littérature blanche et la littérature noire. Je n'ai qu'un choix, c'est le choix de la qualité de l'écriture. Ouais, après, c'est une habitude française de toujours mettre les gens dans des cases, en fait. Oui, c'est une habitude française. Ça dépend. Quand on fait le travail. Ouais. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais quand on fait le job,
Quand on s'y met à fond, je pense qu'on peut parfaitement sortir des cases. J'ai écrit du polar, et puis un jour, j'ai dit à mes lecteurs et lectrices, maintenant, j'ai écrit un livre, c'est de l'histoire, ça se passe il y a 100 piges, et puis c'est même pas un truc sur la France, c'est un truc entre la Russie et la Finlande. Et souvent, pendant mes dédicaces, j'ai eu droit à cette phrase qui pour moi est un des plus beaux compliments, de gens qui me disent « Ah pardon, mais je sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas lu la 4e de couverture, c'est juste que c'est votre nouveau livre, donc bah voilà, je viens au rendez-vous. » Et ça épanouit tellement, quoi. Il y a une telle plénitude d'entendre ça, de se dire, en fin de compte, j'ai réussi à créer une sorte de confiance qui me donne aussi le courage d'aller essayer ou d'avoir le courage de tout essayer. Eh ben, en tout cas, merci à toi. En tout cas, on va essayer de te poser toutes les questions qui arrivent. Mais ce que je te propose, effectivement, c'est qu'on le rappelle, tu es avec nous pour nous présenter ce livre, Les guerriers de l'hiver, qui a été, on l'a vu, récompensé par 2 prix, le prix Renaudot des lycéens 2024 et le prix Jean Giono 2024. Ce que je te propose, c'est d'accueillir Sonia, qui nous fera la chronique de ton livre. Donc, Sonia, sur les réseaux sociaux, qui est un petit peu comme toi, qui ne lit pas du tout les 4e de couverture. C'est ça. C'est toujours la surprise. C'est toujours la surprise. Et ben, en tout cas, merci à toi. Je lisais que les thrillers et polars. Depuis que je fais partie de l'émission, c'est élargi mon cercle de lecture. Voilà. Ouais, ça, ouais. Et ben, en tout cas, merci à toi d'être avec nous donc, pour la chronique, donc, on l'a dit, de ce livre Les guerriers de l'hiver, chez Michel Lafon d'Olivier Norek, qui est avec nous ce soir pour ta chronique. Nous t'écoutons. 1939. D'un côté, un grand pays, la Russie, et de l'autre, tout petit, la Finlande. Comment pouvait-on imaginer qu'une guerre féroce les opposerait? Des rumeurs couraient. Les hommes des 2 pays s'entraînaient sans trop y croire, sans trop de conviction. Certains plus que d'autres. Seront-ils prêts à se battre si cela devenait nécessaire? Simo, lui en tout cas, l'était. Une arme entre les mains, et il faisait mouche à chaque fois. Oui, mais entre un animal et un être humain, il y a une grande différence. Ses copains, quant à eux, préféraient largement prendre du bon temps. Mobilisation, départ prévu au cas où. Pas de panique, d'ici 15 jours, ces hommes seront de retour au bercail. Mais voilà, une manœuvre militaire bien orchestrée, et c'est la guerre qui est déclarée. Guerre d'hiver, qui durera des mois et des mois. La Russie pensait la faire plier en quelques jours, mais la Finlande ne s'est pas laissée faire. Des morts des 2 côtés, du froid, de la faim, rien n'est épargné aux guerriers de l'hiver, et ce dans les 2 camps. Et un homme, un sniper, que rien n'arrête, fait parler de lui. Simo, que la Russie appelle la mort blanche. Lui, ce héros qui ne tue que quand il le juge nécessaire. C'est à tour de rôle que les héros de cette guerre tombent comme des mouches. Que de pertes humaines pour une guerre que personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Grâce à ce roman, Olivier m'a appris que cette guerre avait eu lieu, que des hommes jeunes, moins jeunes, notables ou non, ont tout fait pour sauver leur vie et leur pays. Avec courage, malgré la peur, le froid et les amis tombés au combat. Les disparus, les gueules cassées, les familles brisées, grâce à ce livre, prennent place dans nos mémoires et ne deviennent plus de simples oubliés. Merci Monsieur Norek pour ce roman qui m'a chamboulé, qui m'a remué au plus haut point. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, alors c'est vrai que dit comme ça, résumé comme ça, il est très difficile à résumer ce livre sans qu'il ait l'air un peu pesant, un peu avec un côté très historique, avec un côté très rugueux. La guerre, les Russes, les Finlandais, 1939. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre de guerre profondément pacifiste et un livre aussi d'histoire qui est en fait dirigé uniquement sur la fraternité, l'amitié, le courage, la résilience. Et c'est surtout quelque chose d'assez particulier, c'est que ces Finlandais qui devaient être écrasés en quelques jours vont opposer une résistance tellement incroyable qu'en elle-même, déjà, cette résistance, elle est incroyable dans le vrai sens du terme, qu'on ne peut pas croire. Mais en plus de ça, comme ils avaient assez peu d'armes et beaucoup moins de soldats, ils ont dû avoir recours à une certaine intelligence de stratégie, de tactique, et ils ont fait des opérations tellement folles, tellement dingues, des actes de bravoure, tellement impensables qu'il a fallu que je mette à la fin du livre que tout ce que vous allez lire ou tout ce que vous avez lu est vrai. Sinon, absolument personne n'y aurait jamais cru. Et on aurait même pensé que j'en aurais rajouté, que j'aurais
voilà, que j'aurais essayé de transformer une petite histoire qui a un siècle en une sorte d'énorme blockbuster fabriqué pour Hollywood. Eh bien, à chaque page que je lisais de documentation, à chaque personne que je rencontrais, à chaque personne qui m'ouvrait la porte de chez lui pour me raconter ses mémoires de la guerre d'hiver, j'avais des anecdotes tellement folles que je me disais, mais les gens n'y croiront pas. Ça va pas fonctionner. Il va falloir que j'en enlève. Et donc, j'ai pris le parti de rien enlever, d'écrire exactement comme ça s'est passé. Et j'ai même dû montrer à mon père, qui était professeur d'histoire, j'ai même dû montrer à mon père les documents pour qu'il réussisse à croire ce que j'étais en train de lui raconter, tellement c'était impossible. Même un des héros, le héros principal, va mourir 4 fois et ressusciter 4 fois. C'est complètement impensable. Donc voilà, je suis tombé en face d'une histoire qui était tellement folle que j'ai vraiment eu aucun autre choix que de la raconter parce qu'elle était là et qu'elle n'avait pas été racontée surtout. C'est ça. En tout cas, Mais effectivement, c'est on vrai apprend qu'en beaucoup plus, de... ils sont attachants, les personnages. Je vois, il y a certains personnages, mais on n'a pas envie de les quitter et malheureusement, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais c'est vrai que, on apprend des choses aussi avec ce livre et je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que cette guerre avait existé ni rien et franchement, c'est j'ai bien aimé aussi. C'est du coup le petit portrait de Simon que vous avez mis Évidemment. aussi. Voilà. Évidemment. Ce qui est important, c'est de voir que cette guerre, elle a envoyé des gamins sur le front. Et que là, ce que vous venez de montrer comme photo, c'est effectivement Simon Eha. Et Simon Eha, c'est le plus grand sniper de l'histoire. C'est la mort blanche. C'est un soldat qui va coller des cauchemars à l'armée russe entière. Et pourtant, quand on le regarde, il a l'air d'un adolescent à peine prépubère, avec un visage d'ange. Et pourtant, ça va être le soldat le plus létal de toute cette histoire. Tu as partiellement répondu à la question tout à l'heure, mais j'ai vu Frédéric qui l'a posée, qui dit justement, est-ce que tu es allé dans le pays justement pour enquêter pour ton livre et afin de mieux aborder l'histoire? Oui, mais ça, c'est ce que je fais pour tous mes bouquins. Quand j'ai écrit Entre deux mondes, qui se passe dans la jungle de Calais, j'ai pris ma tente et je suis allé vivre avec les réfugiés dans la jungle de Calais pendant plusieurs semaines. Quand j'ai écrit Dans les brumes de Kaplan, qui se passe sur une île sur laquelle tombent des brumes, pour de vrai, c'est un phénomène climatique réel. Et donc, pendant 3 semaines, l'île est complètement prise par les brumes, on n'y voit rien, on tend son bras, il y a la main qui disparaît. Là, je suis allé vivre plus de 3 mois là-bas. Donc, pour écrire La guerre d'hiver, puisque c'est la première fois que j'écris sur un pays qui n'est pas le mien, sur une guerre qui n'est pas la mienne et sur des soldats qui ne sont pas mes frères d'armes, eh bien, il était essentiel pour moi d'aller sur place et d'aller vivre. Déjà, la guerre a duré 113 jours et je suis resté exactement 113 jours sur le terrain au plus proche de là où s'est passée cette guerre pour essayer de ressentir au plus proche et de trouver les émotions, les sentiments, les goûts, les odeurs, les textures pour réussir à rendre ça le plus fidèlement possible. Et puis aussi, il y a eu toute ma documentation que j'ai faite entre les archives, toujours en Finlande, entre les archives, les musées, les facultés d'histoire, à la rencontre de professeurs, à la rencontre d'étudiants, à la rencontre de chaque personne qui avait une trace, un souvenir de cette guerre. Donc, il y a beaucoup de travail de terrain, tout simplement parce que j'adore ça. Je pense que je suis pas capable d'écrire une histoire que j'ai pas vécue avant. Tout ça, ça va me permettre d'en avoir le vocabulaire, d'en avoir les émotions et les sentiments. Mais c'est aussi un des moments que je préfère. C'est-à-dire que je laisse la clé au voisin pour qu'il s'occupe des plantes et je pars pendant 3 mois ou 4 mois. Je prends mon sac à dos et je vais à la rencontre de mon histoire. J'étais un flic de terrain. Je suis un auteur de terrain. J'ai besoin de vivre mes histoires avant de les écrire parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que je vais trouver l'équilibre, que je vais trouver la balance, la mélodie et le rythme de mes phrases et la manière dont je vais raconter le livre. Le rythme des guerriers de l'hiver n'est pas le rythme des brumes de Kaplan et n'est pas le rythme de Territoire et n'est pas le rythme de Impact. À chaque histoire, son rythme. Mais pour connaître ce rythme-là, il faut aller écouter la musique. Et pour aller écouter la musique, il faut aller sur place. Et moi, j'adore vraiment aller à la rencontre des gens. Et puis, c'est surtout que je suis pas très fan des auteurs et autrices Wikipédia et Google Earth. Je pense que voilà, la vie, c'est quand même assez court, 80 piges en gros. Vous ne faites rien d'autre que me donner du temps de vie. Donc, à la manière des vampires, quand j'écris un livre, je vous vole 4 heures, 1 semaine, 3 semaines, en fonction de votre vitesse de lecture. Mais voilà, vous ne faites rien d'autre que d'offrir du temps de vie aux auteurs et aux autrices. Donc, la moindre des choses de notre côté, c'est que ce que vous lisiez soit au moins, en tout cas quand c'est des sujets sérieux comme ça, après je ne mets pas de côté toute la littérature de divertissement, évidemment, que j'adore, mais quand on aborde des sujets aussi sensibles, aussi touchy, pour parler français, la moindre des choses, c'est d'aller faire son travail, d'aller sur place, d'aller enquêter,
et de ne pas faire 100% du travail, mais d'en faire 110. C'est-à-dire de vraiment, si on vous ferme une porte, de passer par la fenêtre. C'est d'avoir toutes les informations. Et c'est ce sentiment de vérité au fil des pages qui aussi attrape le lecteur et la lectrice. Et il se dit, OK, je suis dans une histoire, je suis embarqué, ce que je vais lire est vrai. Et ce qui est terrible dans la vérité, c'est que ça modifie complètement les perceptions. Si je vous raconte l'histoire d'une personne qu'on ne connaît pas et que je vous dis qu'elle s'est pris une gifle, bah, vous passez à la page suivante parce que, mon Dieu, une gifle, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on attend, c'est un serial killer qui mange des cerveaux. OK, d'accord. Si je vous présente cette personne et que je vous dis qu'elle existe, que je la connais, et que je vous raconte ses espoirs, que je vous raconte ses attentes, que je vous crée un personnage vrai, et que ce personnage se prend une gifle, eh bien, vous êtes vous-même à l'intérieur de cette histoire. Et une partie de cette gifle, vous la prenez vous aussi. Tout simplement parce que quand on raconte une histoire vraie, ça a beaucoup plus de puissance, ça a beaucoup plus de force et d'impact que quand on se dit voilà, qu'on invente absolument tout. Moi, je suis incapable de lire des livres de science-fiction sur des autres planètes, avec des autres civilisations, voilà, Dune m'ennuie profondément, même si c'est super bien écrit. J'ai besoin de vérité. Je vais faire crier tout le monde aussi, hein, mais Le Seigneur des Anneaux aussi, j'en ai lu la moitié, mais là aussi, c'est un peu difficile. Harry Potter, bon, c'est faux, j'ai adoré. Mais dès qu'on m'envoie vers des choses, oui, j'ai 50 ans et 14 ans et demi. Dès qu'on m'envoie vers des choses qui sont absolument pas vraies, j'ai du mal à m'ancrer, en fait. Moi, j'ai besoin de m'ancrer pour ressentir pleinement l'histoire. Bah, ça se ressent effectivement, et il y a pas mal de questions. Donc effectivement, il y a Laurent qui nous dit un livre qui nous raconte que c'est pas le nombre qui fait la force, mais le courage et l'amour de son pays. Donc vraiment, merci Laurent. Tout à fait. Tonia, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voulais juste savoir, moi, pourquoi cette histoire et comment vous avez oh, zut, je recommence. Comment en avez-vous entendu parler pour pouvoir l'écrire après? Alors, on est en février 2022 et j'entends à la radio la voix de Vladimir Poutine qui nous dit que si on veut soutenir l'Ukraine, il faut qu'on se souvienne qu'il a l'arme atomique et qu'il n'hésitera pas à l'utiliser. Donc, on est en février 2022, je me chope la promesse d'un hiver nucléaire. Perso, je n'étais pas prêt. Donc, ça m'a un peu inquiété. Et donc là, j'ai eu une réaction citoyenne. Ma réaction citoyenne, ça a été quoi? Ça a été de me souvenir que la base de la phobie, c'est l'ignorance. Et que si j'ai peur de cette déclaration de Poutine, alors il va falloir que j'aille regarder dans le passé, parce que l'histoire bégaye, parce que l'histoire oubliée, elle est condamnée à se répéter. Et aussi que le passé nous donne des informations sur aujourd'hui et puis des armes aussi pour se défendre demain. Donc, je me suis dit que j'allais scanner un siècle de rapports entre la Russie et le reste du monde, histoire de voir justement si je pouvais pas en apprendre plus sur le mode de fonctionnement de ce pays qui est un continent. Et donc, en fouillant un peu dans le passé de la Russie, j'ai découvert quelques lignes sur la guerre d'hiver en 1939. J'ai découvert qu'elle avait duré 113 jours par moins 51 degrés et qu'elle allait opposer un pays-continent de 171 millions de personnes en face d'un pays infinitésimal de 3 millions de personnes. Et comment ce pays infinitésimal, qui aurait dû mettre un genou à terre en 48 heures, a tenu pendant 113 jours, mais en plus de ça, a empêché la Russie de faire plus de 2,5 km à l'intérieur de son pays. C'est donc un camouflet absolu. C'est David contre Goliath. C'est une histoire qu'on ne peut pas écrire, en tout cas qu'on ne peut pas inventer, sous peine d'être taxé justement de romantisme, hein, parce qu'on adore ça, hein, le petit outsider qui va réussir à vaincre contre le géant. Donc il y a un côté un peu romantique, très romanesque là-dedans, et pourtant c'est vrai. Et donc quand j'ai vu en plus de ça qu'il y avait un personnage que je connaissais qui s'appelle Simon Hera et qui va devenir le plus grand sniper de l'histoire, capable de faire des tirs à 490 mètres, c'est-à-dire capable de tirer là où l'œil ne voit pas, capable de rester allongé dans la neige immobile pendant 3 à 4, 5, 6 heures par moins 51 degrés, quand moi j'ai failli crever au bout de 30 minutes par moins 40 degrés en Finlande, en Laponie, alors que j'étais avec un guide. Bon, autant vous dire que ça force le respect. Et puis c'est pas que 6 mots. Il faudrait que je vous parle de Mannerheim, il faudrait que je vous parle de Toivo, de Oni, de Victor, de Pietari, de Hugo, il faudrait que je vous parle de Arne Juutilainen, l'horreur du Maroc. Tous ces gens-là ont existé. C'est pas des personnages que j'ai inventés, même si régulièrement, à chaque interview, on me dit bon, ce personnage-là, il est impossible, vous avez dû l'inventer. Non, il n'y a absolument rien d'inventé. Donc voilà tout simplement comment j'ai rencontré cette histoire. J'ai rencontré cette histoire dans l'Aveyron, en écoutant la radio. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri ni d'une bonne histoire, ni de... En fait, rencontrer une bonne histoire, c'est comme un coup de foudre. Hein. Vous marchez dans la rue,
vous croisez le chemin de quelqu'un et puis voilà, vous savez que c'est la personne. Bah, pour une histoire, ça peut. Donc en fait, le petit moment en fait où on apprend qu'il met de la neige dans sa bouche pour tirer et pour pas se faire remarquer, pour pas qu'il y ait la buée en fait du froid qui sort. Donc c'est vrai aussi alors. Non, ça je l'ai inventé. D'accord. Non, mais oui, c'est vrai. Je me tue à vous dire que tout est vrai. Bon, Enfin, ben évidemment, Sonia, c'est vrai. oh, voilà. elle va finir en coulisses. J'essaye l'hiver prochain, il faut que j'essaye. Bon, on n'a pas moins 51 en Bretagne, mais on n'y est pas loin quelquefois. Donc il faudra que j'essaye. Non, toutes ces techniques sont absolument vraies. Et puis il y en a tellement que j'ai même fait voilà, à un moment donné, il va donner toutes ces techniques de survie et de tir à un jeune élève sniper. Et tous ces conseils vont devenir la légende du sniper. Et c'est la prière du sniper, pardon, et c'est cette prière que va se répéter continuellement ce jeune soldat pour survivre. Eh ben, en tout cas, on va écouter l'extrait de Marie dans quelques instants et je me permets juste effectivement un commentaire. Il y a Laure Garcia et Marc Lamola qui sont avec nous justement. Je profite de cette émission pour souhaiter un bon anniversaire encore à Laure et Monsieur Lamola qui nous dit: Salut Olivier, je passe juste saluer, je lis ce que tu as écrit et te félicite pour ton parcours depuis notre rencontre. Et dis-moi, le métier de flic, est-ce qu'il te manque? Je vais avoir la même réponse normalement que Marc. Hein. Non, le métier de flic, ça manque pas. Le métier de flic, c'est marrant. Je me souviens d'un argumentaire que j'avais pour Code 93. C'est fou. Le métier de flic, quand on en sort, c'est comme quand on est dans l'océan et qu'on dit à tout le monde sur la plage: viens, elle est bonne, t'inquiète, c'est super, elle est bonne. On a juste oublié qu'on a mis 25 minutes pour rentrer dans l'eau parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Et que 30 minutes plus tard, le corps s'est adapté et on a l'impression que c'est supportable. Et dès qu'on sort 2-3 mois du métier de policier et qu'on reste en contact avec les collègues, parce que moi, les collègues d'hier sont encore mes amis d'aujourd'hui pour certains, et qui nous racontent leur quotidien, on leur dit: non, elle n'est pas bonne du tout, l'eau, vous déconnez, c'est pas du tout supportable de travailler comme ça, dans ces conditions, avec cette pression, avec cette dangerosité, avec cette pénibilité, avec ce manque de reconnaissance. Ne me dis pas que le métier de flic, c'est un chouette métier, c'est impossible. Mais quand tu es dedans, tu l'adores ce métier, tu l'adores à en crever. Et je sais que voilà, je connais Marc parce qu'on a déjà pas mal parlé, parce que j'ai lu son premier livre, qu'on a fait une émission de télé ensemble. Je raconterai pas comment il m'a laissé en carafe devant tout le monde, où j'étais le seul à essayer de défendre la police parce que c'était à l'époque de Code 93 et j'étais encore chevalier blanc et j'étais en train de dire à tout le monde: mais non, le métier de policier c'est formidable. Et que lui à côté il était là: mais non Olivier, le métier de policier c'est pas formidable du tout. Donc voilà, je sais qu'il m'aura fallu un petit peu de temps pour faire quelques pas en arrière. Alors je dis pas que j'ai la même vision que Marc sur le métier, mais je pense que Marc a souffert plus que moi de ce métier. Moi, j'ai eu la chance d'être pas mal épargné par ce métier. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance en fin de compte. Mais je sais que pour Marc, ce métier, il l'a pris beaucoup plus frontalement, un peu comme un Marshall. Un peu comme un Olivier Marchal, c'était beaucoup plus rugueux pour lui. Mais toujours est-il que ça a été une jolie rencontre avec Marc. Donc je suis content que tu passes. Merci beaucoup et je t'embrasse. Eh ben, merci à toi, Marc, en tout cas. Et puis bisous encore à Laure Garcia, à qui, au nom de toute l'équipe, on lui souhaite encore un très bon anniversaire, effectivement. Bon anniversaire. Il y a une question intéressante de Laurent, et après on écoutera l'extrait, qui demande: a-t-on retrouvé le fusil original de Simo? Et sinon, est-ce qu'il s'est prévu qu'on le recherche? Incroyable. On a tout récupéré de Simo. Sa montre Gousset ISO que j'ai vu et touché. Sa gourde. Sa petite fiole à huile pour huiler son arme. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu son uniforme. Tout ça pour vous dire à la fin qu'évidemment on n'a pas le flingue. J'ai vu son fusil d'honneur. Mais son arme, il va la perdre dans les forêts d'Ullisma pendant le dernier affrontement, en tout cas celui qui sera le dernier pour Simo. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est encore là-bas. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un reportage sur la Chouette d'Or, ce fameux trésor que tout le monde cherche et qui a été planqué quelque part. Eh bien, je pense que ce serait pas mal de faire la même chose sur l'arme de Simo, parce que cette arme-là, elle est Simoaira en Finlande a le même impact culturel et générationnel que si on faisait le mélange de Louis XIV, Bonaparte et Jeanne d'Arc en France. C'est-à-dire que c'est un personnage que absolument tout le monde connaît et tous les gamins,
les gamins de 15 ans, les jeunes personnes de 20, 30 ans, ou les adultes, ou les vieilles personnes de 70, tout le monde, absolument tout le monde connaît Simo Häyhä. Et donc, je pense que c'est la dernière chose qui manque à la Finlande, qu'on retrouve son fusil. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on va retrouver un fusil. Comment on peut savoir que c'est le fusil de Simo Häyhä? Alors sachez, pour ceux qui ne manipulent pas d'armes ou qui ne connaissent pas les armes, que les fusils sont numérotés et que donc si on retrouve le fusil de Simo Häyhä, on retrouvera le fusil numéro 6903, si je ne me trompe pas, et on trouvera donc le matricule. Le matricule sera gravé dessus, donc même le temps ne peut pas enlever cette inscription. Donc un jour, on retrouvera peut-être on retrouvera certainement le fusil de Simo Häyhä, et j'espère que ceux qui le retrouveront, parce qu'aujourd'hui, les forêts de Ullissmaa, c'est en Russie, et j'espère que les gens qui le retrouveront auront la gentillesse et l'honneur de le ramener à la maison. Eh ben, en tout cas, on l'espère. Question de Audrey Sabardel, qui est avec nous. Bonsoir, qui sera avec nous mercredi prochain, qui nous dit Tout à fait. Olivier, pour Entre deux mondes, comme dans les autres romans, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que vous rejoignez-vous le lieu pour construire l'intrigue ou partez-vous en ayant déjà conçu la trame du roman? Alors, tu m'énerves, Audrey. Parce que j'ai une question à te poser après qui est en gros à peu près la même. Mais attends, non, parce que j'avais deux questions. Ouais, il faut que je barre celle-là. Je poserai l'autre. Bah oui, évidemment, c'est évidemment une question de Audrey Sabardel parce que elle est elle aussi amoureuse d'un lieu qui est Marseille. Et donc évidemment, le lieu en tant que personnage, évidemment, il est important. Il faut savoir où on se situe parce que tout simplement, quand on ne sait pas où on dit qu'on est perdu. Donc, si on n'a pas un lieu, si le lieu n'est pas aussi fort qu'un personnage, eh ben, on est perdu dans le livre. À moins que ce soit un style et qu'on fasse en sorte que pendant tout le livre, on ne sait pas trop à quelle époque on est ou dans quel lieu on est. Mais ça, c'est vraiment voilà, c'est un style, c'est un exercice. Hein. Mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est bien d'être verrouillé dans un endroit. Là, pour le coup, pour Entre deux mondes, moi, j'ai fait des missions humanitaires pendant un peu plus de 2 ans. Et donc, j'ai bossé dans les camps de réfugiés. Et je savais déjà que dans les camps de réfugiés, la police n'intervenait pas. Et donc, j'ai voulu aller voir un peu ce que c'était qu'un camp de réfugiés en France, dans la jungle de Calais. Et puis aussi, j'ai voulu aussi raconter l'histoire de toutes les populations, puisque le monde n'est qu'un mouvement de population. Et moi, je suis français depuis 80 ans, parce que c'est mon grand-père qui a fait que la d'Orec est aujourd'hui ici en France. Donc, en fait, je suis un tout jeune, très, très jeune Français. Je suis la 2e génération, c'est ça. Mon grand-père était polonais, il a eu mon père et mon père a eu moi. Donc, je suis là, on est juste la 2e génération de Français, donc on est tout jeune. Et donc, j'ai voulu voir un peu, comme ça avait très bien marché pour mon grand-père, hein, parce que mon grand-père, lui, c'était un homme de la terre, hein, il a été vigneron, il a travaillé la terre, il a eu un métier d'agriculteur qui était très, très, très complexe, qui demandait beaucoup, beaucoup de sueur, beaucoup de sang, beaucoup d'eau. Et son premier fils a été professeur au MIT et son second a été énarque. Donc, vous imaginez la rapidité de l'ascenseur social. Et donc, je voulais un peu mettre à l'épreuve ce que c'était qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard. Et puis aussi parler aussi de ce que c'était qu'une ville à l'intérieur d'une ville, c'est-à-dire un camp de réfugiés à l'intérieur d'une ville. Comment on gérait ça et comment parfois on pouvait y perdre jusqu'à notre humanité. Et comme ce lieu est quasiment unique, il s'est imposé et donc j'ai pris mon sac à dos pour aller sur place. Mais c'est vrai que le lieu a une énorme incidence. Écrire dans le 93. Ça pèse dans la phrase, ça pèse dans les mots. Écrire sur une île à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça pèse aussi dans la musicalité, dans la sonorité des phrases. Le lieu va vraiment donner une couleur et un rythme à ce qu'on a à raconter. Et je raconte pas une histoire dans le 93, je raconte une histoire dans une île, sur une île, ou comme je raconte une histoire il y a 100 ans, par moins 50 degrés, dans les forêts glacées de Laponie. Donc oui, il y a aussi l'envie de voyager un peu et l'envie de voir d'autres choses. Donc oui, le lieu, il fait partie quasiment des visions premières avec l'histoire. L'intrigue et le lieu, ça va vraiment de pair, quoi.
Eh ben, en tout cas, merci pour cette réponse, hein. Puis on rappelle, hein, qu'Audrey sera avec nous mercredi prochain, hein, pour son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, quelques instants avec Sonia. Et Marie Méran, justement, la comédienne de l'émission dont on va écouter l'extrait dans quelques instants, avait juste une question pour toi. Elle dit: salut à vous tous. Donc, écrire après 20 ans de psychiatrie sur mon travail m'a aidé à passer le sentiment d'avoir quitté le navire et transmettre le quotidien. Est-ce que ça l'a été pour toi aussi, Olivier? C'est une continuité. Et que je ressens parfaitement avec vous, Marie. On a été amoureux d'un métier. Généralement, c'est des métiers passion, hein. Les métiers passion, la plupart du temps, c'est les métiers qui font qu'on se pose pas de questions quand on se lève le matin. Donc, c'est tous les métiers qui sont les métiers de la terre, les métiers de l'enseignement. En fait, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous éduquent, ceux qui nous protègent et ceux qui nous soignent. En gros, c'est des métiers qui font qu'on va pouvoir les maltraiter et en maltraiter ceux qui le font autant qu'on veut. Et on sera assez bête pour y revenir le lundi matin, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la salle d'attente du commissariat ou de la PJ, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la salle d'attente de l'hôpital, il y a tout le temps quelqu'un qui attend après nous, parce qu'on a un métier qui est entièrement tourné vers les autres. Donc, c'est très difficile de quitter ce genre de métier. Où on retrouve la valeur des choses, la valeur d'une journée, l'épanouissement d'avoir été utile. Où on peut retrouver ça? Eh bien, Marie, tu fais comme moi. Tu as fait un métier avec amour, et parce que ce métier, tu l'as fait avec amour, maintenant, tu vas en parler avec amour, et donc, tu vas offrir une continuité à ce métier-là, tu vas le faire découvrir à d'autres, et tu vas le faire aimer par d'autres, et de cette manière-là, en fin de compte, tu n'as pas quitté le métier, tu es devenu une passerelle vers ce métier. Donc oui, c'est aussi une manière de pas divorcer totalement de quelque chose dont on a été profondément amoureux. Merci à toi en tout cas, Thomas. Ce que je te propose maintenant, c'est de lancer le jingle et d'écouter son extrait. Okay. Donc on rappelle effectivement que tu es avec nous pour ce livre Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. Donc n'hésitez pas à mettre des écouteurs parce qu'elle y a mis une petite musique. Donc c'est le prologue, hein, si je me souviens bien. Il dure à peu près entre 3 et 4 minutes cet extrait. Bonne lecture et écoutez bien. Marie Méran présente un roman d'Olivier Norek, Les Guerriers de l'hiver, aux éditions Michel Lafon. La lumière pleut sur ses yeux fermés, sur son corps allongé, au cœur arrêté. Autour de lui, le dernier jour de la guerre jonche le sol de dépouilles par milliers, déposées à la surface de la neige rouge. Il n'est personne parmi les autres, ni plus précieux, ni plus important. Mais ailleurs, il pourrait être un père, un frère, un ami ou un mari. Ailleurs, il est tout. Dans la mort, seuls leurs uniformes les distinguent. Ils étaient ennemis, ils sont désormais allongés côte à côte. Ici, leurs mains se touchent, là, leurs visages éteints se font face. Voilà tout un hiver qu'ils s'entretuent. Les cadavres des semaines passées sont enfouis à moitié dans le sol. Vestiges, on voit encore leurs casques, parfois un peu leur dos, on voit encore leurs bras en racines aériennes, comme s'ils poussaient de la terre même, prêts à revenir, se relever et hanter ceux qui ont décidé de cette guerre. Ils gorgent le sol de leur sang, nourrissent les arbres de leur chair et se mélangent à leur sève. Ils seront dans chaque nouvelle feuille, dans chaque nouveau bourgeon. Ils étaient plus d'1 million, et lorsque demain et après le vent soufflera à travers les forêts de Finlande, c'est aussi leur voix qu'il portera. Il y avait pourtant eu des jours heureux, une paix chérie, il y avait eu un avant, un peu avant l'enfer. Longtemps, la Finlande appartint à d'autres. Pendant des siècles, elle fut une partie du royaume de Suède, et pour un siècle encore, elle passa sous la souveraineté de la Russie. Elle dut attendre 1917 pour gagner son indépendance. En 1939, ce pays avait donc 22 ans. Mais 22 ans ne font pas un homme, encore moins une nation. Dans une tempête de plomb et de feu, l'armée rouge de Staline, la plus grande armée du monde, déferla sur cette nation neutre et mal armée dans un conflit que l'histoire appellera
La guerre d'hiver. Les terribles événements qui font le sujet de ce roman se sont produits à cette date, en Finlande, à Kola, mais aussi sur son isthme, en Carélie, dans ses glaces, à Petsamo, des côtes de son golfe jusqu'aux confins de sa Laponie. Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. 20 millions d'obus et la terre manqua de s'ouvrir en deux lorsque la Russie en frappa l'écorce au même endroit chaque jour pendant plus de 100 jours. Des colonnes de chars contre de vieux fusils. 1 million de soldats rouges contre des ouvriers et des paysans. Mais les conflits passés racontent qu'il faut 5 soldats entraînés pour affronter un homme seul qui se bat pour sa terre, sa patrie et les siens, les mains accrochées à sa carabine, sentinelle derrière la porte de sa ferme barricadée. Et un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Au cœur des plus mordants de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, la Finlande vit naître une légende. La légende de Simo Aya, la mort blanche. Il y avait pourtant eu des jours heureux, une paix chérie. Il y avait eu un avant, un peu, avant l'enfer. Voilà donc pour cet extrait, Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon, prix Renaudot des lycéens 2024 et prix Jean Giono 2024. Qu'est-ce que ça te fait, Olivier, d'entendre cet extrait? Alors déjà, je voudrais aussi dire que, et c'est pas par prétention, mais c'est juste parce que l'instant était incroyable. J'ai aussi eu le prix Antoine de Saint-Exupéry, qui m'a été donné au Mans et qui m'a été rendu par Daniel Pénac. Et Daniel Pénac, c'est un auteur qui a sauvé ma vie littéraire à une période où je lisais plus, et ça a été quelque chose qui a troublé ma mère, qui m'a dit qu'il y avait quelque chose dans la littérature qui permettait parfois de se sauver, qui permettait parfois d'être une béquille, qui pouvait aider. Et un jour, un matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé Comme un roman de Daniel Pénac. Et ça, pour tous ceux qui ont une panne de lecture ou qui ont plus goût à la lecture ou qui ont du mal à retrouver la voie de la lecture, ce roman, il est incroyable. Merci en tout cas à toi. Et je vais te lire les commentaires qui arrivent. Mais avant, je voulais savoir, est-ce qu'on fait revenir Sonia ou pas alors? Écoute, si elle a des problèmes, moi j'en vois pas vraiment l'utilité. C'est quoi le plus 1 de Sonia dans cette émission, très honnêtement? Je ne sais pas. Elle était devant. J'ai pas senti une implication totale dans son travail déjà. Donc écoute, voilà, elle peut revenir si elle veut, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grande utilité, quoi. Allez, rentre. Allez, reviens, Sonia. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait, Sonia? Est-ce que mon avis compte vraiment, du coup, pour l'histoire? Non, ça donne envie de replonger dedans, comme à chaque fois quand on écoute Marie. Je revois les premières pages et après, quand je sais toute la suite qu'il va y avoir derrière, c'est vrai qu'on a envie de replonger dans le livre, en fait. Exactement. En tout cas, merci à toi. Et je salue Laure, cette fois-ci Laure Garcia, qui est avec nous, qui nous dit bonsoir Olivier, c'est Laure. Encore une fois, bon anniversaire Laure. Depuis Code 93, d'ailleurs, j'ai débuté au franc -1. Vois-tu une évolution de la police et vas-tu faire ressentir cela dans tes prochains ouvrages? Je suis encore en activité et beaucoup de collègues te suivent et te lisent. PS, Marc a été sensible à tes mots gentils à son encontre. Ah, Marc, c'est un grand sensible. On l'embrasse. Alors, oui, je vois une évolution. En fait, si tu me demandes est-ce qu'il y a une évolution de la police, c'est comme si tu me demandais est-ce qu'il y a une évolution de la société depuis que tu as quitté la police il y a 13 ans maintenant. Ce serait fou de ne pas penser que oui, il y a une évolution de la société, et la police c'est comme un manteau. C'est comme un manteau qui est posé sur la société et il avance avec la société. Donc, évidemment qu'elle a évolué. Après, personnellement, moi, je la connais plus trop bien, cette police, parce que c'est vrai que 13 ans, c'est une vie, hein, dans ce genre de métier, ça change tellement vite. Et que j'espère qu'un jour, il va y avoir une nouvelle voie
policière qui va nous raconter, à la manière d'un roman, qui va nous raconter un peu ce que c'est qu'aujourd'hui cette police-là. Pour te dire la vérité, elle a tellement changé, cette police, que si je voulais écrire à nouveau un polar bien ancré dans la réalité du quotidien des flics, il faudrait que je retourne voir à nouveau ce que c'est que ce métier qui a été le mien, tellement il est mouvant, tellement il évolue. Mais les constats de base sont les mêmes. On se sert de la police comme béquille pour absolument tout, et c'est pas notre métier. Moi, je pense que, alors évidemment, la police c'est un métier de répression, mais c'est un peu comme la médecine chinoise. C'est assez amusant. Les médecins européens vous soignent quand vous êtes malade. Et certains médecins chinois, sans en faire une caricature ou un cliché, voient leurs patients tous les ans à date identique, qu'ils soient malades ou pas, pour prévenir les maladies qui vont arriver. Donc, le métier de policier, c'est avant tout une prévention, un travail sur le terrain qui va viser peut-être à éviter justement la commission de l'infraction. Et quand arrive la répression, c'est qu'il est presque déjà trop tard. Et nous ne sommes aujourd'hui quasiment que répression. Donc c'est un peu difficile d'avoir enlevé ce côté humain aussi aux policiers et de leur avoir toutes et tous donné une matraque, une lacrymo. Et maintenant, à chaque fois qu'on parle des flics, c'est pour parler de répression. Alors que notre métier, c'est un métier de tissu social. On est ce fil invisible qui relie toutes les pièces du patchwork et qui essaye qu'il y ait un vivre ensemble, un vivre commun. Et on est tout autant là pour la prévention que pour la répression. Et il y a quand même toute une partie de la prévention et de l'accessibilité au public, de l'accessibilité de cette fameuse police de proximité qui avait ses défauts, mais qui avait quand même au moins le truc d'être là, quoi. Voilà, c'est ça en fait qui moi me peine, c'est que maintenant on a cette vision du policier qui est en totale répression et c'est pas que ça notre métier. Notre métier, c'est d'être là pour les autres. Exactement. En tout cas, elle dit exactement, la police évolue comme la société. Viens faire un stage avec moi dès que tu veux. Voilà. Et en tout cas, merci. Merci. Merci pour ta réponse. Effectivement, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Il n'y a plus de lien entre la police et la population, nous dit Laure. Vraiment. Marie qui te remercie également. Merci Olivier pour la belle réponse qui fait du bien. Donc vraiment merci à toi Marie et encore bravo pour l'extrait que tu nous as proposé. Il y a pas mal de questions. Hein. Laurent Alain qui nous dit un livre que je n'oublierai pas. Merci Olivier, je n'ai qu'un mot pour l'instant. Admiration et merci. Voilà. Merci beaucoup. René, merci Olivier de prendre un instant pour nous parler du mot finlandais, si j'écorche pas, hein, sisu, qui pour moi définit le cœur des vocations de policier, un mot que pudiquement vous ne sauriez vous attribuer. Ah mais je n'y avais même pas pensé, mais effectivement, je pense que les policiers ont un certain sisu. Le sisu, c'est quoi ? Le sisu, c'est un mot valise. C'est un mot valise qui existe dans aucune autre langue, qui parle de courage, d'obstination, de volonté, de ténacité, de force d'âme, de force de caractère. Et pourquoi il existe essentiellement en Finlande ? Parce que la Finlande est la Finlande. La Finlande, c'est un pays où une majeure partie de l'année, il va faire moins 20, moins 30, moins 40. La Finlande, c'est un pays où une majeure partie de l'année, il fait 3-4 heures de soleil par jour. La Finlande, c'est un pays qui est constitué de plaines infinies de granit sur lesquelles on ne peut rien construire, de 150 000 lacs, du double, du triple de marais, de dizaines de milliers de forêts glacées en leur sein. Donc, pour vivre en Finlande, il faut un certain courage déjà. Et ce que je trouve aussi magnifique chez les Finlandais, c'est que c'est un des rares pays sur la planète qui a décidé de ne pas modifier la nature à son confort, mais de s'adapter à cette nature. Donc, tout n'est pas bétonisé, bétonisé. Tout n'est pas bétonné. Ouais, merci. Tout n'est pas construit et tout n'est pas sali, tout n'est pas dégradé pour que ça s'adapte à l'homme. C'est l'homme qui s'est adapté à cette nature et donc ça en fait des caractères qui sont plus complexes. Tout n'est pas amazing en 10 secondes comme aux États-Unis. Les amitiés prennent plus de temps, les contacts prennent plus de temps. Le partage des émotions et des sentiments est quelque chose qui est assez délicat pour eux, ce qui fait que des livres sur la guerre d'hiver, il y en a 1000 en Finlande. Des livres sur Simo Häyhä, ce sniper, il y en a 1000 en Finlande. Mais ce livre-là, écrit par un Français justement, avec à hauteur de cœur, à hauteur d'émotion, eh bien, il n'a pas été écrit en Finlande. Et donc, c'est ça que je leur propose. C'est de leur montrer leur propre histoire,
mais pas écrit en fonction des stratégies militaires ou du poids des balles ou de la matière des uniformes, mais de parler de cœur, de fraternité, de parler de ce qui a fait, en fin de compte, qu'ils ont réussi à repousser, à repousser l'envahisseur. Donc le Sissou, c'est vraiment ce mot valise qui parle de tout ça, de cette ténacité, de cette volonté, de cette abnégation, de ce courage, de cette force, et qui a fait aussi le Sissou qu'ils se sont battus contre les Russes. Et quand les Russes de 111 000, 71 millions, je me souviens plus. Mais quand ce pays continent a attaqué ce tout petit pays qu'est la Finlande, les Finlandais ont dit, vous voulez vous battre? Ok, c'est parti, venez. Alors que quel pays aurait dit, écoutez les gars, vous êtes beaucoup trop puissants pour nous, on va se faire rétamer. Les Finlandais ont dit, nous, ça fait 22 ans qu'on a notre indépendance, elle est trop jeune, elle est trop belle, on en est trop content. Si vous voulez nous attaquer, nous, on va répondre. Quel autre pays aurait été capable de faire ça? Je ne sais pas. Donc voilà, il est là, il est là le Sissou, elle est là cette force. Et justement, il y a Laurent qui nous dit, il y a effectivement une enquête qui dit que la Finlande est le pays le plus agréable à vivre depuis 8 ans. Non? Alors, même les Finlandais, alors ça, c'est un truc qui fait marrer les Finlandais, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont morts de rire à chaque fois. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça est complètement faux et c'est d'une simplicité absolue. Demandez à un Français ce qu'il pense de son pays. Ce ne sera pas le meilleur pays du monde. Demandez à un Finlandais ce qu'il pense de ton pays. Les Finlandais, ils sont amoureux de leur nature, ils sont amoureux de leur pays, mais c'est surtout qu'il n'y a pas non plus totalement un partage des émotions et des sentiments. Et quand vous demandez à un Finlandais comment on vit en Finlande, il dit très bien. Mais il n'y a pas un souci? Non, il n'y en a aucun. Il ne fait pas un peu moins 40 et il ne fait pas un peu nuit tout le temps? Non, c'est bon, ça va. Donc, résultat, comme ils répondent tout va bien à toutes les questions, eh bien, ça fait jumper leur pays dans le pays où il fait le plus bon vivre et là où on est le plus heureux, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'à chaque fois qu'on demande à d'autres pays, et souvent les pays latins, comment ça va, et ben on va vous répondre, mais ça va pas du tout. Écoutez, la société va mal, la politique va mal, tout ça va mal. Voilà, les Finlandais disent pas ça. Si vous leur demandez comment ils vont répondre très bien. Donc, résultat, ils sont classés comme le pays le plus heureux du monde. Et même les Finlandais vont vous dire que c'est pas absolument pas le pays le plus heureux du monde, une fois que vous les connaissez bien. Écoute, merci en tout cas. Il y a juste 3 questions et après on écoutera la question de l'invité. Il y a Joël qui dit Olivier, vous parlez très vite, on ressent comme un sentiment d'urgence. Est-ce que vous écrivez aussi vite? J'adorerais, j'écrirais un livre tous les 3 mois, ce serait fabuleux. Je parle comme une mitraillette, c'est parce que j'ai ce qu'on appelle un esprit en escalier et que donc une pensée m'amène vers une autre. Et j'ai tellement peur de perdre le fil de la question que de toute façon je vais oublier, que je parle vite pour terminer ce point sur lequel je suis allé en pensant que je vais revenir au sujet principal, mais le point où je vais m'emmène à un autre point, que je speed aussi pour le développer, toujours dans l'idée de revenir à la question initiale que de toute façon j'oublie et puis il y a cette urgence que j'ai aussi quand j'ai envie de faire quelque chose, quand je fais quelque chose, je deviens totalement monomaniaque. Il faut absolument que j'aille au bout le plus vite possible et le mieux possible, aussi parce que je sais aussi qu'on n'a que 80 piges, moi j'en ai 50, on n'a que 80 piges sur la planète, moi j'en ai 50, il me reste en gros 30 ans. Si Alzheimer vient pas avant, il me reste 30 ans. Vu que j'écris un bouquin tous les 3 ans, soyons clairs, il me reste 10 histoires à raconter. Alors honnêtement, j'ai vraiment pas le temps. Et tu es pareil en dédicace, on l'a remarqué, t'es speed, t'es à fond, tu t'arrêtes pas. Ouais, je sais. Souvent, je me suis dit, tu sais, il y a cette question qu'on se pose s'il y a un génie qui arrive et qui te propose un souhait. Et moi, pendant très très longtemps, j'ai dit la sérénité. Être un peu apaisé, être un peu calme. Aujourd'hui, je souhaite rien d'autre que de garder cette urgence, ce stress, cette névrose, cette envie de bouffer les choses le plus possible, le mieux possible. Et donc, ça se traduit aussi dans ma manière de parler. Ouais. Ce qui est une catastrophe quand je commence les promos européennes ou internationales et où j'ai un traducteur à côté de moi qui me regarde avec les yeux du désespoir. Je parle et je me retourne vers le traducteur et je vois son âme en train de partir de son corps. Je vois qu'il va mourir à l'intérieur. Donc c'est assez amusant de maltraiter les traducteurs. Lui aussi a perdu l'idée initiale, à mon avis. Ouais, je pense aussi clairement. Ouais. Là, tu viens de faire un paniquer parce qu'il y a Laurent qui nous dit moi j'en ai 62 donc je vais parler plus vite aussi parce que j'en peux plus là. Voilà, dépêche-toi Laurent, on n'a plus beaucoup de temps. Audrey Sabardel qui nous dit ton roman, donc celui-ci, Les Guerriers de l'Hiver aux éditions Michel Lafon, est-ce qu'il a été traduit en finlandais? Yep. Alors là, c'est une super histoire qui m'arrive. Il a été traduit en finlandais. Il sort en août. En septembre, on débarque avec une délégation Michel Lafon, qui est ma maison d'édition, on débarque en Finlande.
et on va les rencontrer. On va les présenter via le gouvernement. On va les présenter le livre et le défendre en face du public finlandais. Donc, on va aller faire des librairies, on va aller faire des médiathèques, mais on va surtout aller rencontrer des vétérans, on va rencontrer les ambassadeurs. J'ai eu la chance d'être invité une première fois à l'ambassade de Finlande pour présenter le livre, puis une deuxième fois pour faire une soirée plus grande avec des dignitaires finlandais qui sont venus, et là où on a fait un repas, où on s'est rencontrés, où on a parlé, et une dernière fois où j'ai eu la chance incroyable d'aller dans ces fameuses réceptions de l'ambassadeur où normalement les Ferrero Rocher coulent à flot, et j'ai présenté en fait ce sont des dîners d'ambassadeurs où un ambassadeur va présenter une personne de son pays pour parler du pays. Et l'ambassadeur de Finlande a choisi de m'inviter moi pour parler de la Finlande. Donc j'ai présenté la Finlande et mon roman devant 21 ambassadeurs et ambassadrices du monde entier. Eh ben, en tout cas, félicitations en tout cas, et on le rappelle qu'on peut suivre ton actualité sur tes réseaux sociaux. Tu es disponible sur Facebook et Instagram, où là tu mets effectivement. Oui, c'est ça. Non, oui, bien sûr, je suis disponible. Alors, les réseaux sociaux, un peu moins ces temps-ci, je suis un peu en bagarre avec mon téléphone, je suis un peu en bagarre avec les réseaux sociaux. J'essaye au moins 20 minutes dans la journée de décrocher d'un écran, quoi. Ça devient absolument catastrophique. Je comprends parfaitement pourquoi on a une génération qui est collée à ces écrans, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont nés avec, et nous, on voit qu'on est complètement hypnotisé par ça, et que de temps perdu, mon Dieu, je crois que j'en suis au niveau 795 d'un jeu où je dois empiler des briques, je me déteste. Je voudrais me cogner, quoi. Le temps que j'ai perdu à pas lire de choses intéressantes, ça me révolte. C'était quoi la question? Non, il n'y a pas de. Il n'y a même pas de question. Je suis capable de me perdre, même sans question. C'était par rapport à la traduction en Finlande. Ah oui, c'était pour la traduction en Finlande. Ouais, c'est ça. Comme quoi, Sonia, elle sert à quelque chose quand même. Enfin. Il a fallu attendre 1h15 quand même. Non, juste une dernière question. Juste une dernière question, et elle est intéressante, de Virginia qui nous dit Olivier, avez-vous pu rencontrer des descendants de Simo, et si oui, qu'ont-ils pensé de votre choix d'écrire sur ce héros finlandais? Et ensuite, on écoutera la question de Dominique. Alors, je vais pas sans faire de peine à des gens, je peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis passé à côté justement de la rencontre avec ses descendants. Mais il a les 3 filles des 3 sœurs de Simo, les 3 filles des 3 sœurs de Simo existent, sont toujours en vie. J'ai réussi là, il y a quelques jours, via une personne qui travaille dans le cinéma, qui m'a dit qu'il connaissait une autre personne qui travaillait dans les effets, dans les effets spéciaux, qui connaissait une autre personne, qui connaissait les nièces, les nièces de Simo. Donc, dès que le livre sort en finnois, les premiers exemplaires seront directement envoyés à ces trois femmes, et on voit avec la maison d'édition finlandaise comment je peux réussir à les rencontrer. Mais malheureusement, à cause de petites intrigues locales, je me suis retrouvé dans une sorte d'imbroglio qui a fait qu'on m'a laissé entendre qu'il n'y avait pas de descendance. J'ai cherché, j'ai découvert qu'il y en avait une. On m'a laissé entendre qu'elles n'étaient pas trouvables, qu'elles étaient hors du pays, etc. Mais voilà, tout ça nécessiterait presque un bouquin. Merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est de te montrer le commentaire de Dominique, et ensuite on écoutera sa question. Donc Dominique qui nous dit « Merci Olivier pour vos réponses. Vous écouter est un vrai bonheur quand on sait aussi qu'en salon, il est souvent bien difficile d'avoir le temps de discuter. Donc merci beaucoup. » Avec plaisir. Voilà. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion que m'a proposé Florian, Sonia et Séraphine, parce qu'effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me heurte un peu. C'est le concept du lecteur portefeuille. Quand il y a eu le Covid, tous les membres de la Ligue de l'Imaginaire ont écrit une nouvelle pour avancer avec vous, en même temps que vous, dans cette période qui, pour certains et certaines, était difficile. Moi, j'ai juste adoré le Covid. Pardon, je sais que ça a été dramatique pour beaucoup de gens, mais c'est pas le Covid que j'ai aimé. C'est être enfermé quelque part et plus personne travaillait quasiment. Donc, il n'y avait plus de mails, il n'y avait plus de tout ça. Et on a eu un moment de création. Mais pour nous, ça a été plus facile parce qu'on est des imaginateurs, on est des créateurs. Donc, on vit aussi une grande partie de la journée dans notre tête. Donc, nous enfermer dans une pièce,
très honnêtement, c'était pas très, très grave. Mais on a pris conscience que c'était beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Et donc, on a décidé d'écrire des nouvelles qu'on n'a pas du tout vendues. Mais il y avait une nouvelle tous les 3 jours qui était offerte aux lecteurs et aux lectrices pour leur dire, voilà, on est avec vous et vous n'êtes pas des portefeuilles. Et quand je suis en dédicace, ce sentiment un peu d'avoir 15, 20, 30 secondes par personne, eh bien, j'ai ce sentiment d'inachevé. Et quand je termine une dédicace sans rencontre, j'ai toujours un truc, ce qui fait que j'en fais plus aujourd'hui, des dédicaces qu'on appelle dédicaces sèches, c'est-à-dire juste achète un bouquin, viens, je te mets mon nom, repars avec. Non, moi, j'ai besoin vraiment de cette rencontre, j'ai vraiment besoin de cet échange, tout simplement parce que je suis un grand solitaire. Vraiment, je vis quasiment tout le temps tout seul, à 99% du temps. Pas parce que j'aime pas l'autre ou que je sois misanthrope, l'autre est tout dans ma vie. Tous mes métiers ont été dirigés vers l'autre et tous mes livres sont dirigés vers l'autre. Mais avoir l'autre dans ma vie, c'est quelque chose qui est totalement impossible pour moi. Mais pourtant, je suis un être sociable et donc j'ai besoin de ces rencontres-là. Et moi, je me nourris vraiment et je me nourris et je m'épanouis vraiment dans ces rencontres-là. Quand j'ai terminé mon bouquin, je suis vachement en joie, pas parce que j'ai terminé mon bouquin, mais parce qu'il est temps de retourner voir les lecteurs et les lectrices et de papoter avec eux. Donc moi, j'adore. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir, en tout cas, nous parler de ce livre, Les Guerriers de l'Hiver, aux éditions Michel Lafon. C'est un honneur, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Et ce que je te propose, justement, c'est d'écouter la question de Dominique. Okay. Alors, Dominique Guénin était avec nous donc mercredi pour nous présenter son livre Un sourire pour Chouloun dans une maison d'édition, cher Olivier, qui s'appelle Rédaction. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui est une maison d'édition locale basée du côté de Roubaix, dans les Bouches-du-Rhône. Et quand on a dit à Dominique justement que tu venais pour nous présenter son livre, voici la question qu'on a voulu te poser. Bonsoir Olivier. Alors moi j'aurais 2 petites questions à vous poser, mais je vais essayer de me dépêcher. J'ai eu la chance de vous rencontrer 2 fois cette année à Aix-en-Provence et à Lyon au Quai du Polar. Et donc j'ai lu plusieurs de vos livres, dont Les Guerriers de l'Hiver, qui m'a vraiment bouleversée. C'est une histoire que je ne connaissais pas moi non plus. Cette guerre entre la Russie et la Finlande, 2 pays complètement différents au niveau du nombre d'hommes prêts à se battre. Et avec ce qui se passe en ce moment, effectivement, ça fait froid dans le dos. Alors, ma question, j'ai remarqué que 6 mots ne parlait pas beaucoup dans votre livre, quasiment pas, sauf vers la fin lorsqu'il initie le jeune sniper. Donc ma question était de savoir si c'était voulu, parce que peut-être la mort ne parle pas, mais elle agit, comprenne qui pourra. Et ma deuxième question, en fait, elle est beaucoup plus généraliste. Vous êtes un auteur très connu, qui fait énormément d'événements. Vous êtes demandé sur de nombreux salons, pour des interviews, etc. Donc vous êtes toujours par Mons et par Vaux. Donc ma question c'est de savoir comment vous vous organisez pour écrire. Est-ce que vous parvenez à écrire entre 2 événements pendant votre trajet pour aller de l'un à l'autre? Ou est-ce que vous avez besoin de vous poser pendant plusieurs mois, de vous mettre dans votre grotte pour écrire? Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci pour ces questions. J'ai bien noté les 2. Alors, la première, c'était sur le fait que 6 mots ne parle pas. Quand je me suis attaqué à la légende de 6 mots et quand j'ai réalisé que plus qu'une légende, c'était un mythe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quasiment surnaturel autour de ce personnage, tellement il est révéré, tellement il est idolâtré par tout un pays. Quand j'ai aussi appris par des témoins ou par des gens qui l'ont rencontré et qui ont passé du temps avec lui que c'était plutôt quelqu'un de taiseux, qu'il avait une certaine économie de ses mots, eh bien, je me suis dit que je n'allais pas faire l'affront d'inventer des mots, d'inventer un vocabulaire. J'ai de 6 mots une petite bande audio sur laquelle il parle pendant 30 minutes, mais bon, comme il a été blessé, il est déjà défiguré, donc en fait, on en sait assez peu sur ce garçon. En tout cas, il a donné quasiment aucune interview, et j'ai voulu restituer comme une preuve de respect. J'ai voulu qu'on sache de 6 mots en fait ce que les autres pensaient de lui. Donc en fait, on ne saura pas réellement qui est 6 mots, mais on saura ce que pensent ses amis de 6 mots, on saura ce que pense son chef d'unité de 6 mots, on saura ce que pensent les Russes de 6 mots.
Et en fait, c'est une manière… c'est un peu comme quand on vous parle de quelqu'un, je veux dire, à part votre meilleur ami ou votre famille, vous ne savez des autres que ce qu'on vous en a dit. Et bien là, c'était de cette manière-là que je voulais aborder le personnage de Simo, avec beaucoup de respect, avec quasiment une telle déférence que la seule fois où il parle, en fait, il parle de son arme, il parle de son fusil. Donc la seule fois où il parle pas de lui, il parle de quelque chose d'inanimé, il parle d'un objet, il parle de son fusil, de l'extension de son bras, il parle de son fusil. Donc c'était une marque de respect. Si Simo était taiseux, si Simo était réservé et discret, alors j'allais pas en faire un personnage qui allait parler tout le temps. Et même pour le respecter au maximum, eh bien j'ai décidé que Simo ne parlerait pas. J'ai trouvé que c'était une idée formidable quand j'y ai pensé. Puis au bout de la page 50, je me suis dit mais quel con, je peux jamais faire parler mon personnage principal. Ça a été très très difficile. Et donc j'ai réussi j'ai réussi ou pas, mais j'ai réussi à faire cet équilibrisme de faire 400 pages, un peu plus de 450 pages sur un personnage qui prendrait jamais la parole. Sur la deuxième question, mon organisation pour écrire, vu qu'effectivement je suis la plupart du temps par Mons et par Vaux, déjà moi j'ai un problème, je dis oui à tout. Donc je fais vraiment tout passer maintenant par ma maison d'édition, parce que sinon je dis oui à tous les rendez-vous, parce que moi si on me dit hey Olivier, on t'aime bien, tu viens nous voir, moi je suis un labrador quoi, hein. S'il y a des caresses, je viens quoi, métaphoriquement évidemment. Donc, et je suis aussi monotache, c'est-à-dire que j'écris un bouquin, et quand j'écris un bouquin, même mes amis et ma famille savent que je ne vais pas refaire surface avant un an. J'ai ma phase de documentation sur laquelle je suis un peu plus accessible. Puis après, j'écris le bouquin. Et une fois que le bouquin sort, je prévois… Alors avant, pour Code 93, on avait 2 mois de promo. Et puis après, au milieu, on avait 6 ou 7 mois de promo. Là, Les Guerriers de l'Hiver, j'en suis à mon 11e mois de promotion. Donc Florian, Séraphine et Sonia, c'est vraiment un des derniers rendez-vous que je fais. Non, parce qu'en fait, on vient de m'envoyer mon agenda de juin et j'ai encore 4 rendez-vous et que je vais poster bien sur les réseaux sociaux. Mais voilà, quand je me mets à écrire, c'est terminé les dédicaces, c'est terminé les conférences, les rendez-vous, tout ça, je focus totalement. La seule chose que j'arrive à… La seule fois où j'arrive à me dédoubler, c'est quand j'écris des scénarios et quand j'écris un livre. Parce que les scénarios et le livre, c'est complètement différent. C'est pas le même style d'écriture. Ça demande pas les mêmes efforts. Ça demande pas d'ouvrir les mêmes cases de cerveau. Quand on écrit un scénario, on est entièrement dans le visuel parce que ça va être porté à l'écran. Quand on écrit un bouquin, on cherche à créer le visuel par les mots. Donc là, c'est complètement différent. On n'a pas de caméra pour montrer les choses. Donc ça, je peux me dédoubler. Mais sinon, pour le reste du temps, je suis entièrement monotache. Eh ben, en tout cas, raison de plus pour te remercier encore une fois d'avoir accepté de venir nous parler de ton livre avec nous ce soir. On rappelle donc tu as répondu à la question de Dominique qui est venu nous présenter Un sourire pour Choloun aux éditions Rédactives. Alors, je ne sais pas si Sonia veut nous en dire 2-3 mots pour présenter le livre à Olivier. C'est sur… j'arrive pas à trouver mes mots ce soir, ça m'a perturbé toutes les bêtises qui ont été dites. Voilà. Donc, c'est une histoire d'une disparition en Mongolie intérieure. Et la meilleure amie de l'homme qui a disparu, qui est journaliste, va tout faire pour retrouver cette amie. Et elle va découvrir des choses dans ce pays sur tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est l'environnement. Et est-ce que son ami a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir? Est-ce qu'il a entendu des choses qu'il n'aurait pas dû voir? Et du coup, elle se met en quête et on apprend également plein de choses en suivant cette journaliste. En tout cas, merci à toi. Donc, Un sourire pour Choloun, nos éditions Rédactives. Donc là, tu as répondu à la question de Dominique. Et là maintenant, je t'annonce que la semaine prochaine, nous recevrons donc Audrey Sabardel, qui est avec nous. On a vu son commentaire tout à l'heure, qui viendra nous présenter donc justement ce livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. On écoutera après, dans quelques instants, voilà Sonia, ce qu'elle peut nous dire sur ce livre. Mais toi, Olivier, quelle serait la question que tu aurais envie de poser à Audrey? J'ai pu voir que les choix de sujets d'Audrey, c'est des choix qui parlaient de la société, qui parlaient de l'humain, comme un sujet méta, comme si on pouvait se rencontrer justement sur ce détail-là, c'est-à-dire que pour moi, une enquête de police, c'est pas assez. J'ai besoin qu'on me raconte un sujet méta, quelque chose qui va nous élever au-dessus de l'enquête, quelque chose qui va nous parler de nous, qui va nous parler d'aujourd'hui, qui va aborder un combat, qui va aborder un éclairage sur quelque chose qu'on pense savoir, mais qui est parasité par des clichés ou des préjugés, et de mettre un éclairage honnête, franc. Et j'ai vu que tu faisais ça dans la plupart de tes romans. Donc ma question, c'est le polar.
Est-ce que c'est une volonté première? Tu as envie d'écrire du polar ou est-ce que c'est juste un alibi parce que effectivement le polar, c'est le meilleur filtre pour nous raconter aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Donc, on lui diffusera donc mercredi prochain à 19h30, voilà, même heure, pour venir suivre l'interview avec Audrey Sabardel qui viendra, on l'a dit, présenter ce livre Cargo Blues. Sonia, en deux, trois mots aussi, avant de recevoir Séraphine, ce que tu peux nous dire sur ce livre? Ben, c'est un polar en fait qui démarre sur une fusillade qui a lieu en bas d'un immeuble et une enquête donc va se mettre en place et en fait je ne sais pas comment l'expliquer pour l'instant parce que je l'ai pas encore fini, j'en suis qu'à la moitié. Donc, mais il apprend beaucoup de choses. L'homme qui va mener l'enquête, en fait, va apprendre beaucoup de choses sur lui, sur le monde qui l'entoure. Et comme à chaque fois avec les livres, de toute façon, d'Audrey, hein, c'est comme la dernière fois, c'était avec les naufragés, les immigrés, tout ça. Et c'est tout le temps dans le monde local et le monde qui nous entoure, en fait. Et on se reconnaît dans ces livres. On peut être n'importe quel personnage de ces romans, même si on n'habite pas à Marseille, comme moi, forcément. Et elle nous fait voyager à travers les lignes comme ça, comme sur un petit cargo, en fait. Oh, c'est joli ce que tu viens de trouver. Voilà, elle nous fait voyager comme sur un cargo. Voilà. Eh ben, merci à toi en tout cas. Donc, Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde qu'on aura l'occasion de présenter donc la semaine prochaine. Tout de suite, on reçoit Séraphine. Et voilà, cher Olivier, on n'avait pas assez avec une, on en a deux maintenant. C'est pour le prix d'une. Séraphine qui est en coulisses depuis tout à l'heure. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, on va dire presque 1h30 d'émission? C'était profond et léger en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses intéressantes qui ont été dites, mais sur un ton léger, puis ce petit sourire là tout le temps, dès qu'il y a un petit détail, il le remarque aussitôt, il fait un petit sourire, enfin beaucoup d'esprit, d'humour et du coup, ouais, vraiment un grand merci parce que tu viens de le dire, t'as pas le temps, c'est compliqué pour toi, mais du coup, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais à fond et même être avec nous, tu l'es totalement et c'est génial, enfin, je suis super contente, je suis super fière. Eh bien, écoute, avec Sonia, nous partons en coulisses. On vous laisse tous les deux la parole pour le tête-à-tête avec vous, en sachant qu'on rappelle que tu es avec nous, Olivier, pour ce livre, Les Guerriers de l'Hiver, aux éditions Michel Lafon. Ah, tu m'as tué sur c'était quoi la question, il n'y avait pas de question, alors celle-là. Je suis capable de me perdre dans mon appartement, quoi, visiblement. C'est ça, mais c'est fou. Enfin, je connais, enfin, je comprends bien la pensée en escalier, et c'est vrai qu'elle est compliquée, et en même temps, par rapport au métier que tu as eu, et par rapport aujourd'hui à l'écriture que tu as, qui est très structurée, ça doit être un souci, non? Non, pas spécialement, parce que justement, c'est ces moments deuil du cyclone, c'est pas agréable. C'est-à-dire que, oui, évidemment, tout va à 1000 à l'heure, mes pensées vont à 1000 à l'heure, et quand je commence quelque chose, il faut absolument que je le termine vite parce que j'ai quelque chose d'autre à faire. Et puis à un moment donné, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est que j'arrive dans un rythme qui est totalement différent, qui est le rythme de la création. Et là, il faut savoir prendre le temps. On passe vraiment au ralenti. Et il faut que j'ai la concentration et la stabilité pour rester 2, 3, 4 heures sur un paragraphe, que je me lève et que, comme Flaubert avait un gueuloir, que je me mette à lire les pages que j'ai faites dans la journée pour voir s'il y a bien la mélodie. Et pour ça, il faut vraiment être posé, il faut être calme, parce qu'on parle de la nécessité d'une virgule ou non. On parle de la nécessité je sais pas, d'allitération ou non. Est-ce qu'elle est intéressante ici? Est-ce que cette métaphore est la bonne? Est-ce que je peux pas trouver un autre mot? Des fois, je suis à la recherche d'un seul mot et ça peut me prendre 2-3 heures. Et donc, ça peut pas aller avec un caractère justement qui est ultra empressé. Donc, j'ai aussi cette capacité de pouvoir m'arrêter, de me mettre en pause et D'accord. Voilà, sans prendre le melon, mais un peu comme ces plongeurs d'apnée, de réussir un petit peu à ralentir son corps, à ralentir son cerveau. Eux ralentissent leur cœur, j'en suis pas là, mais vraiment cette capacité à se ralentir, pas pour moins faire ou pas parce que non, justement pour travailler mieux et pour avancer plus vite.
D'accord, donc tu es bien capable de prendre le contrôle de ton cerveau, parce que tu parlais tout à l'heure justement de tes névroses, voilà, de tout ce qui finalement fait ta force aujourd'hui, alors que c'est clairement pas censé l'être à la base, c'est même, ça pourrit plus que ça, plus que ce n'est un bénéfice, je vais y arriver. Donc, comment tu as réussi à l'organiser? Comment tu as réussi à l'accepter, à t'accepter avec ce cerveau atypique, on va dire? Oh, non, alors, j'ai pas un cerveau atypique, hein, pas du tout. Hein, c'est un peu comme tous ces parents qui pensent avoir des enfants HPI. Non, non, Oui, j'ai c'est pas du ça. tout un cerveau atypique. J'ai un cerveau comme celui de tout le monde qui s'adapte à la situation. Euh, Tu sais, c'est les ressources insoupçonnées. Euh, Mhm. T'as un quotidien difficile, t'as pas une minute pour toi, t'as pas une minute pour faire ce que t'aimes, et puis un jour t'as un enfant, et là bizarrement tu découvres 8 heures dans ta journée, alors que tu pensais que tu les aurais pas. Et puis tu es fatigué, t'as plus un gramme de motivation pour rien, tu as juste envie d'aller te pioter parce que tu es vanné, tu as envie de vacances, et puis tu as un gosse, et puis visiblement, bah, en fait, tu avais de l'énergie. Tu avais de l'énergie pour te lever 4 fois par nuit. Alors, j'ai pas d'enfant, hein, j'imagine, 4 fois par nuit ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des ressources insoupçonnées Mhm. et que même si tu es un peu instable, comment ça s'appelle, hyperactif, eh ben, tu Mhm. sais pourtant que si tu veux écrire, bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix que de calmer ton cerveau et de le poser. J'étais un cancre toute mon enfance et toute mon adolescence. J'étais un très, très, très mauvais élève. J'ai eu mon bac au rattrapage. C'était une catastrophe pour mes parents à chaque fois qu'ils se demandaient où j'allais bien pouvoir éclore. Et donc incapable de passer 30 minutes ou 45 minutes sur un manuel scolaire. Et puis après, je suis devenu flic, gardien de la paix. J'avais envie de mener mes enquêtes comme je l'entendais. Donc, j'avais besoin de passer officier pour créer mon propre groupe et pour donner justement des impulsions comme moi je les sentais et comme moi je sentais que le boulot serait bien fait. Et on m'a dit, ouais, Mhm. mais c'est officier, il faut faire l'école supérieure des officiers de police et pour ça, il faut une licence de droit. Et ben, j'ai passé une licence de droit en 9 mois par correspondance. Mais parce que j'avais un but et parce que j'ai dit à mon Voilà. cerveau, voilà, c'est pas ta cam, c'est pas ce que tu sais faire, mais regarde ce que ça peut te donner, regarde ce que ça peut te permettre et t'offrir. Donc en fait, faut jamais se sous-estimer et se dire ça, j'en suis pas capable. On est absolument capable de tout pour autant qu'on se mette le nombre de coups de pied au cul nécessaires pour y arriver. C'est sûr. Mais depuis tout à l'heure, je me demande justement, parce que tu parlais de la caricature du flic et que c'est pas ce que tu voulais pour Victor, mais du coup, quel flic tu étais, toi? Quelle caricature de flic, d'anti-caricature tu étais? Et quelle est ta part, quel est quel Victor sommeille en toi, du coup? Alors, quand j'ai créé le Capitaine Coste, et je pense que c'est le cas pour la plupart des auteurs et des autrices, on écrit un premier livre et des premiers personnages qui sont rarement éloignés de qui on est. Et donc, le capitaine Coste, il a mon âge, il a mon groupe de police, il travaille au SDPJ, il travaille dans la même région, il a les cheveux poivre et sel, les yeux bleus. Je l'ai fait un peu plus grand que moi, un peu plus baraqué, je fais ce que je veux, c'est mon personnage. Euh, Tant mieux, écoute, voilà. et en gros, moi, mais plutôt mon petit frère, c'est-à-dire avec 10 cm de plus et des muscles en plus. Mon petit frère est un Golgoth norvégien, je ne sais pas d'où il vient, mais enfin bon. Victor Coste, il a ce truc, vous allez trouver ça très ténu, mais pourtant ça fait tout. Il y a deux types de flics. Il y a des flics qui s'intéressent aux victimes et il y a des flics qui s'intéressent aux criminels. Euh, la finalité est la même. On va neutraliser un salaud, le mettre en garde à vue et peut-être en prison. Mais c'est toute une philosophie différente. Il y en a qui chassent le criminel et il y en a qui font attention aux victimes. La finalité est la même, mais la philosophie de travail est complètement différente. Le capitaine Coste, c'est quelqu'un qui a l'humain chevillé au corps, c'est quelqu'un qui avance le cœur en premier. Et donc, quand on avance le cœur en premier, évidemment, on a plus de chances d'être blessé. Et c'est ce qui lui arrive à tous les romans. C'est qu'il n'est pas tant blessé par une balle ou par un coup de poing, il est blessé par la confiance qu'il a donnée à l'autre, il est blessé par les trahisons, il est blessé par l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, je préfère être blessé physiquement qu'être blessé au cœur. Justement, cette psychologie, comment tu fais? Bon, tes recherches, on voit bien pour les lieux, tu vas carrément vivre
à l'endroit où va se passer ton histoire. Mais comment tu fais justement avec la psychologie de tes personnages? Parce que tu as des personnages qui ont une psychologie assez complexe, voire tordue. Comment tu les incarnes? Comment tu fais pour les décortiquer aussi bien que quand tu vas vivre dans un lieu précis? Bien, mon quotidien, pendant 18 ans, ça a été l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort et la violence, les raisons qui vous font entrer dans un commissariat ou dans une police judiciaire sont des raisons qui touchent tout le monde, toutes les classes sociales, les riches, les pauvres, toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les origines, sans aucune frontière. Et donc, l'autre a été ma matière première. C'est-à-dire que dans une journée, j'allais rencontrer entre 20 et 30 personnes différentes, avec 20 et 30 psychologies différentes, 20 et 30 identités différentes. Et ça pendant 18 ans. Imaginez le nombre de personnes que j'ai rencontrées, le nombre de personnes que j'ai dû décortiquer pour essayer de les comprendre, pour essayer de comprendre quel type de victime j'ai ici, quel type de suspect j'ai ici. Est-ce que ma victime n'est pas un ancien auteur? Est-ce que mon auteur n'est pas une ancienne victime? Réussir à comprendre la personne que j'avais en face pour en comprendre les rouages, les engrenages, et puis peut-être essayer de me dire cette personne est capable de, cette personne n'est pas capable de, et de tirer les ficelles et de réussir à trouver la vérité. Et comme le but du flic, c'est de toute façon atteindre une certaine vérité, la vérité d'une situation, eh bien, on est tout le temps en analyse, on est tout le temps en lecture de la personne. Et donc, on a une certaine intelligence de la vie parce que notre matière première, justement, c'est l'autre. Et quand il s'est agi d'écrire des romans, et je me suis dit, moi, il va falloir que je crée des personnages, c'était pas quel personnage je vais créer, mais c'était quel personnage je vais choisir dans la multitude de personnages que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Donc, j'ai plus de facilité à créer la psychologie des personnages que ne l'aurait, par exemple, un boulanger qui se lève à 4 heures du matin, qui voit son fournil, qui s'occupe de ses clients juste en disant, bah voilà, je vous ai mis une baguette, je vous ai mis, voilà. C'est plus facile que pour un architecte, c'est plus facile que pour... Par contre, pour décrire une maison, je préférais être architecte. Mais malheureusement, je le suis pas. Donc, en fait, le truc, c'est que comme l'autre a été ma matière première, il est peut-être plus facile pour moi, justement, de décortiquer ces psychologies. D'accord. Oui. Et pareil, tu dis dans un personnage et par rapport justement à eux, comment tu as dit, dans les personnages de roman, tous les gentils doivent avoir une part d'ombre et tous les méchants doivent avoir une part d'humanité. Comme tout le monde, en fait, je pense, finalement, comme chacun de nous. Et toi, comment elle s'exprime, ta part d'ombre? Parce que ta part d'humanité, on sait, tu l'as prouvé par ton métier et même par ton phrasé. On voit comment tu parles de tes lecteurs, comment tu les respectes. Donc, quelle est ta part d'ombre? Comment elle s'exprime? Quel psychopathe es-tu? Je suis quelqu'un qui est tout le temps en colère, mais bêtement. C'est-à-dire que je parle énormément tout seul et je me mets dans des situations de conflit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce truc comme ça de colère constante qui est canalisé soit par l'intérêt pour un autre ou pour une autre, c'est-à-dire comment je vais pouvoir aider quelqu'un, comment je vais pouvoir être utile à l'autre. Là, ça canalise ma colère. Ou quand j'écris ou quand je pars en documentation. Mais sinon, oui, et c'est quelque chose que j'ai toujours pas analysé, mais j'ai toujours une colère très, très sourde et une violence très sourde qui roule comme un torrent tout le temps et que j'essaie de canaliser. Mais en fin de compte, on est tous des monstres. Il y a un jeu que j'aime bien faire et d'ailleurs, je propose qu'on le fasse là tout de suite avec les gens qui nous regardent. S'ils continuent à le regarder au bout d'1h40, mon Dieu. On a tous en nous un monstre. Moi, je pense qu'on est monstrueux, on est ultra violent et qu'après, la société va nous polir, va nous canaliser, va nous faire rentrer dans une notion de bien, de mal, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, les lois, les règles. Par exemple, vous voyez, si dans une maternelle, les gamins faisaient 3 mètres et pesaient 80 kilos, ce serait une boucherie. Donc, on apprend à être humain, on apprend à se sociabiliser. Parce qu'on a tous en nous ce monstre, qui n'est pas un monstre, qui est un animal en fin de compte, qui est tout simplement l'animal. Je veux ça, je le prends. Et si tu refuses que je le prenne, alors je te mords. Et donc, on a tous cette animalité à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle monstruosité. Alors, monstruosité, c'est pour les gens qui se délectent, mais on a tous un petit monstre en nous. Faisons ce jeu. Essayez de vous souvenir de la dernière personne qui vous a blessé, trahi, menti, laissé plus bas que terre ou humilié. Et essayez de vous souvenir toutes les absolues délicieuses tortures que vous aviez prévues pour lui quand vous fermez les yeux le soir dans votre lit en se disant « Alors lui, si je le chope, je le mets dans ma cave, je l'attache et je lui fais ça, et j'ai fait ça et je voudrais que sa maison brûle et que sa voiture explose et je voudrais que ses enfants se tordent la cheville. » Et ça y est, vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre parce qu'on a tous cette colère sourde en nous
Et tous les jours et toutes les secondes, on se rappelle qu'on n'est pas des animaux et que si on n'a pas quelque chose, ben, on ne se met pas à crier, on ne se met pas à taper. Non, il faut rentrer dans la ligne, il faut rentrer dans le rang. Non, malheureusement, nous ne sommes pas tous d'uniques et merveilleux petits flocons de neige. On est tous le maillon d'une longue chaîne qui est la société, l'humanité. On doit vivre ensemble et le vivre ensemble, c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup d'empêchements. Donc voilà, il y a une sorte de... C'est une vraie prison que le vivre ensemble, une prison agréable et la seule acceptable parce qu'il va falloir qu'on s'entraide, on soit là les uns pour les autres, mais ça nous enlève aussi beaucoup de liberté. Ce que je veux, je ne vais pas le prendre directement. Non, il faut que je le gagne, il faut que je le mérite, il y a toute une organisation. Et donc, évidemment, j'ai oublié ta question. Non, on a tous un monstre à l'intérieur de nous et ce monstre-là se révèle très rapidement, essentiellement quand on est humilié ou trahi. Quand on est humilié ou trahi, ça réveille l'animal à l'intérieur. Et oui, évidemment qu'on a toute une to-do list de tortures qui sont déjà prévues pour les gens qui viennent nous ennuyer. Ouais, et c'est marrant parce que là, tu viens de le dire et j'y pensais. Je me demandais justement quelle blessure tu pouvais avoir pour que ce soit la colère qui se manifeste. Et je pensais à l'injustice aussi. Le fait que tu sois justement rentré dans la police et cette façon que tu as de cette justesse, et ben j'entendais justice en le pensant. Problème de justice et d'injustice, que ça ne m'étonnerait pas que cette colère, elle vienne de quelque part par là. En tout cas, si tu veux le travailler, je suis cliente. Hein, parce que ok, d'accord, ça marche. C'est fascinant. Je voudrais terminer sur une belle histoire. J'ai vu que pendant tes recherches, tu avais retrouvé aussi des traces de ta propre famille dans tes recherches et j'aimerais bien que tu me racontes la jolie arrivée en France de ton grand-père dont tu as parlé tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Je pensais que tu voulais parler du rapport entre le bouquin et mon grand-père. Mon grand-père, c'est un homme qui est tombé amoureux de la langue française. On ne sait toujours pas comment, on ne sait toujours pas pourquoi. Mais il est tombé amoureux de la langue française. Il est tombé amoureux de ce pays et il a pris son sac à 14 ans, il a traversé l'Europe. Et pour devenir français, il a décidé qu'il allait gagner cette nationalité. Et donc, il est rentré dans la Légion étrangère. Et donc, pendant 5 ans, il est allé sur tous les théâtres les plus violents de guerre que lançait officiellement ou officieusement la France. Et au bout de 5 ans, il a eu le droit, on lui a offert, non, pas offert, il a gagné la nationalité française. Parallèlement, alors qu'il était à la Légion, il y avait un journal qui s'appelait le Chasseur français, où il y avait des petites annonces à la fin, et c'est un peu comme le Mythique ou le Tinder d'aujourd'hui, hein. Oui. Donc, c'était une manière de réussir à avoir des liens, des contacts dans une société qui était pas une société de la drague ou de la cour. Donc, et puis sur des gens qui étaient éloignés. Et essentiellement, les agriculteurs, c'était une sorte de l'amour est dans le pré de l'époque, où ces agriculteurs qui passaient 14 heures, 16 heures par jour à travailler n'avaient pas vraiment le temps de sociabiliser ou d'aller courtiser, ou voilà. Et donc, il est tombé sur un numéro du Chasseur français dans son régiment à la Légion étrangère et il y avait une annonce de ma grand-mère qui avait une propriété un peu trop grande pour elle, en tout cas trop grande pour qu'elle l'utilise, pour qu'elle la fasse tourner toute seule. Et donc voilà, elle a dit qu'elle aimerait bien trouver un homme. Et donc, il lui a répondu. Mais comme mon grand-père a appris le français dans les dictionnaires, les encyclopédies et avec tous les plus grands auteurs, il écrivait comme un lettré. Il écrivait d'une telle manière que ma grand-mère ne pouvait absolument pas se douter que c'était un légionnaire tout petit avec des mains de montreur d'ours. Et donc, il a traversé des centaines et des centaines de kilomètres en France pour aller la retrouver. Et quand elle l'a vu arriver, elle était un peu déçue parce qu'elle s'attendait à un lettré, à un bourgeois, à un noble. Et elle lui a dit, voilà, vous avez quand même marché si longtemps pour venir me voir, je vous autorise, prenons au moins un café, quoi. Mal lui en a pris parce qu'il écrivait aussi bien qu'il parlait. Et en 5 minutes, ma grand-mère était amoureuse. Et puis après, comme il était, en fait, il est polonais, il est silésien. C'est-à-dire que c'était la Pologne allemande. Et donc, il a terminé dans un camp de concentration à Buchenwald, et avec la seule unique crainte d'en sortir, déjà, la seule unique crainte d'y mourir, et la seconde crainte, c'était, mais si jamais je réussis à m'en sortir, est-ce qu'elle m'aura attendu ? Oui, elle l'a attendu, et ils ont fait plein de bébés, et ils ont fait venir les Norek en France, et voilà notre si jolie famille arrivée, et c'est marrant que cette famille, qui soit une famille
qui a été accueillie par ce pays, eh bien, elle est composée de professeurs, elle est composée d'enseignants, elle est composée de docteurs, elle est composée de policiers, elle est composée de gens qui soignent, qui enseignent, qui protègent, qui éduquent. Et comme si à un moment donné, on s'était dit qu'on allait remercier ce pays qui nous avait tout offert. Et j'ai vraiment un profond amour. Je trouve que c'est un truc un peu facile ces temps-ci de bâcher notre pays. Et je trouve quand même que c'est quand même un des plus beaux pays du monde. Et donc, j'ai envie de le remercier. Et donc, voilà, le fait d'avoir été policier, le fait d'avoir fait des missions humanitaires, voilà, j'ai eu envie, comme mes parents, comme tous les gens de notre famille, d'être utile, à la fois d'être utile aux gens et d'être utile au pays. Un côté un peu de droite quand je parle, mais bon, voilà. Alors, t'as pas d'humour. C'est pas possible, tu peux pas être de droite, t'as de l'humour. Bruno Gassio, il dit l'humour est de gauche. Si t'es de droite, t'as pas d'humour. Merci beaucoup. Je voulais finir justement, tu vois, après le noir, après la littérature noire et la littérature blanche, je voulais finir sur une romance. Voilà, parce que je la trouvais trop belle. Bon, bah ouais, c'était une bonne idée. Ouais, j'ai bien aimé. De toute façon, j'adore raconter cette histoire. Elle est trop belle. Eh ben, merci à tous les deux. Effectivement, c'est agréable de vous écouter. Il y a René qui nous dit une belle leçon de civisme. Dominique qui nous dit c'est une très belle histoire de vie qu'il faut écrire. Olivier, Oui. parce que justement, j'ai vu la question tout à l'heure passer, savoir si un jour tu écrirais sur toi. Je crois que Alors, c'était, c'est trop difficile parce que si m'est arrivé quelque chose de beau ou quelque chose dont je suis fier, je vais le raconter avec toute la puissance de ma fierté et de la beauté que j'ai ressentie, et ça ressemblerait quand même très très fort à une sorte de truc un peu prétentieux, quoi, parce que j'y mettrai les formes, j'y mettrai tout ce que j'ai envie et tout ce dont j'ai envie. C'est plus facile pour moi de magnifier quelqu'un d'autre que de me mettre en avant. Et puis tu sais, quand un flic enquête sur un serial killer et qu'on découvre qu'une des victimes était en fait sa fille, eh bien on lui enlève l'enquête parce qu'il est trop proche de cette enquête. Est-ce que je suis pas trop proche de moi pour écrire sur moi? Et remarquez, pour les guerriers de l'hiver, est-ce que cette guerre est pas trop proche des Finlandais? Est-ce que cette guerre n'est pas trop constitutive de leur pays? Est-ce qu'elle n'est pas trop le ciment de leur pays pour qu'ils puissent la raconter avec l'émotion, la poésie, le lyrisme que moi j'ai choisi d'utiliser? Est-ce que des gens peuvent se dire, regardez-moi comme je suis génial et regardez comme j'ai été courageux et volontaire? C'est quand même plus facile d'être complimenté par quelqu'un d'autre que de se complimenter soi-même. Et d'ailleurs, les gens qui s'auto-complimentent, voilà, ils fatiguent très rapidement, et je pense pas que les gens iraient au-delà de la page 20. Je préfère qu'un jour, je préfère que dans 3 siècles, les gens se disent, mon Dieu, Olivier Norek a une vie tellement incroyable, il faut en écrire un livre. Je préfère ça, mais non. Tu laisses ça aux autres, d'accord. Écrire sur moi-même, ce serait à la fois prétentieux et probablement trop compliqué. Eh ben, en tout cas, merci à toi, en tout cas, d'être venu nous présenter ce livre. Mais j'aimerais bien juste, avant de te laisser, parce qu'après, effectivement, l'émission elle va durer trop longtemps, même si je sais qu'on pourrait rester encore des heures. C'est juste que j'aimerais bien qu'on évoque ce livre que tu as fait avec la Ligue de l'Imaginaire, Le Pire des Noëls, qui est sorti justement pendant les fêtes de Noël. Et pourquoi je voulais en parler, c'est parce que justement, grâce aux lecteurs et surtout grâce à vous, la Ligue de l'Imaginaire, on le voit en bas, le recueil des pires des nouvelles a généré, grâce aux lecteurs, un bénéfice de 50 000 € entièrement reversé à l'association Le Rire Médecin. Donc, merci la Ligue d'avoir permis justement de ça. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Oui, la Ligue de l'Imaginaire, c'est un groupe de 22 personnes, 22 auteurs et autrices. Alors là, vous en voyez une partie, mais on a des petits nouveaux qui sont arrivés. Non, il y a tout le monde. Non, c'est bon, il y a tout le monde. On n'a pas encore pris de nouveaux. Il y a Cédric Cyr et Destombes qui sont arrivés entre-temps. Il y a Cédric Cyr et Sandrine Destombes, pardon. Et donc maintenant, on est 22, donc on va diviser, on va faire le prochain recueil, il y aura 11 auteurs et autrices, le recueil d'après, il y aura 11 auteurs et autrices, comme ça il y aura tout le monde. Cette année, le thème, c'est Frayeur. L'année d'après, le thème sera Love Story. Autant vous dire que Love Story, vu par les membres de la Ligue de l'Imaginaire, ce sera plus story que love, ça c'est sûr et certain. Mais le truc, c'est que, voilà, on écrit, on a un lectorat, on a une certaine, il n'y a pas d'autre mot, une certaine célébrité. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour être utile? Moi, j'ai eu la chance d'avoir la présidence de la Ligue de l'Imaginaire. Donc voilà, avec plusieurs membres de la Ligue, on s'est décidé à créer, à faire des soirées,
Il y a un salon qui va arriver, il y a un prix qui va arriver, qu'on est en train de mettre en place avec les librairies ensemble, les libraires ensemble, qui sont une cinquantaine de libraires qui maillent toute la France. Et on a aussi envie que nos mots et que la sympathie que vous nous accordez en achetant ce livre-là génère. Alors évidemment, aucun des auteurs n'est payé. Évidemment, on ne touche aucun centime de droit d'auteur derrière. C'est vraiment, voilà, nous, on vous donne de notre cerveau et de notre temps et de notre talent. Et vous avez la gentillesse d'être à ce rendez-vous-là. Et donc oui, on a généré 50 000 €, c'est-à-dire qu'on a pu faire passer, on a pu mettre en place 50 000 interventions. Non, ça ferait les interventions à 1 €. 2 ou 3 000 interventions à l'intérieur des hôpitaux pour divertir et pour faire passer le temps un peu plus vite à ces enfants qui sont malades et qui sont dans les hôpitaux. Et cette année, donc pour le recueil de nouvelles de cette année, spécial Frayeur, les bénéfices iront au centre de transcription et d'édition en braille. Donc c'est pour apporter la lecture à tout le monde et en toutes circonstances et en toutes conditions. Et c'est une association que soutient depuis des années et des années Bernard Minier. Alors Bernard Minier, il n'est pas très connu, c'est un petit auteur qui débarque, qui essaie de faire ses armes. Alors il est freiné évidemment par une sorte de limite à la fois culturelle et littéraire, mais on voit qu'il y a beaucoup d'efforts dans son travail et il soutient cet assaut depuis des années et des années. Et donc voilà, quand en plus ça touche le cœur d'un des membres de la Ligue, on en est encore plus heureux. Et voilà, comme les éditions Pocket ont leur 13 à table, et bien nous avec Livre de Poche, on fait le pire des Noëls. Alors Noël, au fur et à mesure, on va en avoir marre, ça va devenir un alibi. Au bout d'un moment, voilà, il suffira qu'il y ait un sapin dans le coin de la pièce et puis on parlera d'autre chose. Donc la première édition, c'était vraiment très très Noël, très très réveillon. Mais là, comme c'est un spécial Frayeur, moi, par exemple, ma nouvelle, je parle de la naissance du cinéma parlant, mais surtout avec les bruiteurs derrière, et de la recherche du cri parfait. Quand on fait un meurtre à l'écran, il faut trouver la femme qui a le cri parfait pour rendre cette sensation de. Et évidemment, à un moment donné, il y a une guirlande de Noël quelque part. Allez, voilà, comme ça, c'est fait, c'est spécial Noël. Voilà, Noël va être un alibi. En fait, notre vraie volonté, c'est de vous apporter les nouvelles les plus amusantes, les plus distrayantes possible, et que parallèlement, eh bien, ça génère quelque chose de totalement vertueux, c'est-à-dire que ça génère un max de vraiment 50 000 €, c'est énorme. Vraiment, merci beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, on va essayer d'éviter, même si un jour ou l'autre, on y arrivera, on va essayer d'éviter les énormes associations comme UNICEF, ou alors on les adore, mais on sait qu'il y a un de micro-associations comme ça qui galèrent et donc pour qui 50 000 €, ça change absolument tout. Et donc, c'est vers elles qu'on a envie de se diriger. Et si en plus, ça peut toujours avoir un rapport soit avec les enfants, soit avec la littérature, soit avec la lecture. Alors, il y a une certaine boucle qui est bouclée. Tout à l'heure, je parlais du rapport entre les auteurs et leurs lecteurs et de faire en sorte que les lecteurs et lectrices ne se sentent pas comme des portefeuilles. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ce rendez-vous qu'on a là aujourd'hui, ça en fait partie. Alors, il y a des auteurs qui sont incapables de ça, mais ça n'enlève rien à la qualité de leur livre. Il y a des auteurs qui supportent pas le rapport à l'autre, qui est ultra timide, ultra névrosé. Dans la Ligue de l'imaginaire, c'est tout l'inverse. On est très, 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 très dirigé vers l'autre. On a vraiment besoin de l'autre et on s'est dit qu'on allait se retrouver pour cette raison-là. Et si on peut en plus en faire bénéficier des gens qui sont dans le besoin ou des gens qui ont un combat ou des gens qui ont une philosophie ou quelque chose à faire, on est là pour eux. Et vraiment, merci à toi. Et ça nous permet de saluer des auteurs de la Ligue qui sont venus dans cette émission, que ce soit Johanna Gustafsson, le prix Maison de la Presse 2025. On a eu Alexis Lepsker, on a eu, j'ai peur d'en oublier. Voilà, c'est souvent le cercle Vision, on commence à en citer et on a peur d'en oublier. Mais voilà, on en a quand même reçu quelques-uns et on aura l'occasion d'en recevoir d'autres. On en parlait tout à l'heure déjà. T'as dit Johanna Gustafsson, t'as dit le plus important. Voilà, effectivement. C'est un coup de cœur littéraire et de personnalité aussi. C'est vraiment une. Ouais, elle est formidable, mais on a beaucoup de chance. On a Barbara Abel aussi qui est incroyable. On a vraiment des personnes. On a Franck Tillier. Johanna Gustafsson et Franck Tillier, c'est le genre de personnes, vous pouvez lancer la conversation sur eux n'importe où, n'importe quand. Il n'y a jamais personne au monde qui va vous dire quelque chose de négatif sur eux. C'est des gens qui ont réussi à traverser le temps,
sans avoir de casserole, sans avoir dit un mauvais truc, sans jamais avoir critiqué qui que ce soit. Pour moi, c'est des extraterrestres tous les deux. Donc, voilà, c'est gros coup de cœur pour ces personnalités-là qui, faisant fi de leur succès et de leur célébrité, restent exactement ceux qu'on a rencontrés au premier jour de leur premier livre et de leur première dédicace. Exactement, et on les embrasse tous. Donc, on rappelle la Ligue de l'Imaginaire, justement, donc un collectif à suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et vraiment, vous faites beaucoup de choses parce vous êtes sur une croisière en ce moment, là. J'ai vu qu'il y avait Chata, Minier, vous êtes sur une croisière, là. Ouais, ils font ça, ouais, c'est assez amusant. Moi, j'aurais adoré le faire, mais j'ai le mal de mer. De toute façon, j'ai le mal de mer, j'ai le mal de voiture. De toute façon, moi, j'ai la nausée en escalator, donc je suis rattrapable. Je ne suis pas fait pour l'extérieur. Voilà. Bon, on le fera en intérieur, alors effectivement. Mais en tout cas, merci à toi, Olivier. Donc, on a vraiment passé un agréable moment et je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. Je rappelle que tu étais avec nous pour ce livre Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon, qui, on le voit, a été récompensé, prix Renaudot des lycéens 2024 et le prix Jean Giono 2024. Donc, encore une fois, merci à toi. On a passé un agréable moment. Je ne sais pas si tu veux avoir le mot de la fin, que ce soit pour l'équipe ou les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Ça fait 1h55 que je parle. Je voudrais vraiment que ça s'arrête maintenant. Écoute, ça va s'arrêter. Merci beaucoup pour votre accueil. Maintenant. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci aussi pour l'organisation du truc avec toutes ces pastilles. C'est hyper agréable. Et puis, c'est une manière différente aussi d'aborder le bouquin. C'est chouette. Les questions sont des questions auxquelles je n'avais pas trop l'habitude. Donc là aussi, c'était agréable. Et puis merci d'avoir passé l'équivalent du Grand Bleu version longue avec nous. C'est hyper sympa de nous avoir offert à nouveau un peu de votre temps. Je t'avais dit, en général, c'est 1 heure, 1h30, mais si on déborde, excuse-nous. Hein. Je vois ça. En tout cas, merci à toi. Et je rappelle effectivement, pour ceux qui nous regardent, qu'on se retrouve donc ce mercredi avec Audrey Sabardel, justement, pour son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Donc, encore une fois, merci à tous. Lisez des livres, allez rencontrer les auteurs sur les salons. On le voit, on fait toujours de magnifiques rencontres, dont Olivier Norek, effectivement. Donc, gros bisous à tous, bon week-end et à mercredi. Et encore merci, Olivier. Avec plaisir, salut. Ciao. Bon week-end.